Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Grand Prix. Ah bah oui, écoutez, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Bien évidemment, on va vous parler pendant une bonne heure et demie avec les amis de Next Gen Auto et bien de ce Grand Prix de Monaco qui s'est déroulé sur piste légèrement humide. Voilà, il a un petit peu plu. Hein, c'est grosse désillusion quand même, hein, parce qu'on a passé les 2 dernières semaines à vous dire non, mais voilà, mais tout le monde dit qu'il va pleuvoir, mais vous savez, c'est comme d'habitude. Hein, ils disent qu'il va pleuvoir et puis au mieux il pleut pour le podium. Bah non, là autant vous dire que, enfin. Il a plu au moment où le podium aurait dû avoir lieu en temps normal, puis ensuite ça a duré un petit peu plus longtemps cette affaire, bien évidemment, ce Grand Prix de Monaco de Formule 1. Merci le Breton U18 pour l'abonnement, ça fait très plaisir. Bienvenue à toutes et à tous, bien entendu, dans cette émission. Ça fait plaisir de pouvoir reprendre les streams avec vous, avec également Monsieur Franck. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Hâte de débriefer ce qui sera peut-être le dernier Grand Prix Monaco de l'histoire. On ne sait pas si la FOM renouvellera le contrat. Allez, je commence pied dans le plat direct. Hein. Voilà. Ouais, beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix, voilà, qui se passait extrêmement normalement jusqu'à 14h59. À 15h, c'était plus la même chose. Donc voilà, c'est la malédiction de Charles Leclerc à Monaco s'est poursuivie, même s'il a réussi à finir pour une fois son Grand Prix national. Mais pas sur le podium encore. Donc, vous voyez les petit à petit pour lui, je pense. C'est ça, oui, non, mais voilà, dans 5-6 ans, il pourra peut-être gagner. Il faut y aller tranquillement, bien évidemment. Alors bon, voilà. Juste avant de te dire bonsoir, mon cher Paul, oui, il faut expliquer. Alors, oui, effectivement, c'est un peu rouge. Alors, encore une fois, voilà, écoutez, d'habitude, il n'y a pas de problème de peau, mais 3 heures sous le soleil, ce fut complexe. Voilà, on en dira plus demain dans le Racing Café, bien évidemment. Comment va Monsieur Paul ? Très bien, et comme quoi il faut toujours mettre de l'indice 50 minimum, les enfants. Bonsoir à tous, ça va très très bien, effectivement. On a eu droit à un Grand Prix très animé, en piste, aussi un petit peu en dehors. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas encore des enseignements. Et qui sait, peut-être un nouveau candidat au titre qu'on n'attendait pas forcément, qui s'est manifesté ce week-end. Donc voilà, beaucoup de choses à dire et hâte de débriefer avec vous tous. Car il faut le noter, victoire de Sergio Pérez, effectivement, belle victoire de Sergio Pérez qui a re-signé en plus jusqu'en 2024 chez Red Bull, donc décidément c'est toutes les bonnes nouvelles pour lui en ce moment, c'est formidable pour le pilote mexicain, victoire donc de Sergio Pérez devant Carlos Sainz et Max Verstappen. C'est pas une surprise en soi, on a retrouvé les Ferrari, les Red Bull devant, mais l'ordre à l'issue de la course était peut-être un peu différent de ce à quoi on pouvait s'attendre après la séance qualificative. Bien évidemment, les SQ, j'avais raison, le départ était bien à 16h. Oui, non, mais alors, oui, mais le départ était à 15h30, 16h, 17h20. Enfin, le départ était un peu n'importe quoi dans ce Grand Prix de Monaco. Vous qui vous dites que Perez est clairement un pilote du circuit urbain. Entre Bakou, Monaco, tout ça, il est quand même très bon. Mais c'était le cas aussi de Pastor Maldonado à l'époque. Alors non, je mets Perez plus haut que Maldonado, rassurez-vous. Mais comme quoi, c'est vrai qu'il y a des pilotes parfois aussi qui peuvent avoir plus d'affinité avec ce genre de piste, mais chez Red Bull on s'en sort extrêmement bien, messieurs, parce que quand on voit quand même les qualifs, ça partait quand même très très mal ce Grand Prix, parce qu'on sait évidemment qu'à Monaco, si la course se dispute sur le sec en général, le résultat des qualifs conditionne pas mal celui du dimanche aussi. Mais ici, bien voilà, ils ont eu ce petit coup de pouce de la météo, de la stratégie, enfin ils ont eu tous les coups de pouce qu'il fallait, certes, mais il fallait tenir aussi, Franck, pour Perez devant, et il fallait très bien faire cette course. Effectivement. Alors, ouais, sans la pluie, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Ferrari l'aurait emporté haut la main sur le sec. Il n'y avait vraiment pas photo par rapport aux essais et les essais libres et des qualifications. La Ferrari était vraiment un cran au-dessus de la Red Bull sur le sec. Leclerc aurait pu encore bien enfoncer le clou en qualification avant que Perez ne se mette en tête à queue en Q3 et prive Leclerc d'une amélioration, d'une pole donc du coup améliorée, ou Verstappen aussi peut-être d'améliorer aussi sa position sur la grille. Donc voilà, pour remettre tout ça dans le contexte, et puis effectivement arrive le jour du Grand Prix, tout le monde annonçait la pluie pour dimanche, c'était pas très sûr, c'était pas certain et tout, puis voilà, un quart d'heure avant la course, les premières gouttes. 5 minutes avant, ça se renforce, et ce qui devait arriver arriva. C'est la malédiction de Charles Leclerc à Monaco. C'est il y a le petit couac qui vient lui gâcher son week-end, parce que Red Bull étant derrière, ils ont aussi l'avantage de ce qu'on appelle la stratégie offensive dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent tenter des choses. Autant Ferrari ne veut pas tenter à grand chose s'ils étaient partis devant sous la pluie, qui doit s'arrêter en premier, quand passer les pneus. Ils avaient forcément 2 Red Bull derrière pour répliquer à Charles Leclerc, et du coup quand on se retrouve dans cette position là, c'est toujours très compliqué pour un leader
voilà, de jauger quel est le bon moment pour s'arrêter. Alors il y a eu, je pense, une bonne première réaction de Ferrari qui était de suivre la stratégie de Sergio Pérez, qui était la bonne, c'est-à-dire de mettre des intermédiaires qui étaient plus rapides pendant quelques tours, mais ça a suffi pour compenser un arrêt supplémentaire. Sauf que voilà, patatras, Ferrari a fait la boulette d'arrêter Leclerc au même tour que Sainz, des secondes qui s'envolent. Voilà, et puis du coup les Red Bull en profitent, passent devant en mordant un petit peu sur la ligne. On en reparlera un petit peu dans les couacs de la FIA. Voilà, mais après derrière c'était le festival Red Bull, quoi. Donc avant le drapeau rouge, on a eu pareil une petite lueur d'espoir entre guillemets pour Ferrari quand le restart a été donné, quand Red Bull a chaussé les pneus médiums et Ferrari restait en dur. Donc on s'est dit voilà, est-ce que ça va pas être une fin de course un petit peu très serrée, et on l'a eu. Malheureusement, on l'a eu sur un circuit où effectivement on ne peut pas dépasser. Donc voilà, le Grand Prix de Monaco, et là pour le coup, ça a mis un doigt criant sur la problématique de ce circuit, c'est qu'on a 4 pilotes capables de jouer la gagne et 4 pilotes incapables de se dépasser, alors qu'ils nous auraient donné un festival sur n'importe quel autre circuit où on peut un petit peu dépasser, quoi. Donc voilà, ça aussi on en parlera un petit peu sur Monaco, sur le circuit. Mais voilà, mais il fallait de toute façon tenir en tête. En général, voilà, celui qui aborde le dernier arrêt au stand en tête, et ben s'il fait pas d'erreur, il maîtrise sa course et il l'emporte. Et Sergio Pérez, voilà, en maître des circuits urbains, comme j'aime à l'appeler, ça s'est encore vérifié. Le Grand Prix de Monaco, c'est vraiment le Grand Prix le plus prestigieux du calendrier pour l'instant. On va voir si Monaco reste au calendrier aussi. Donc voilà, très très belle victoire de Sergio Pérez, qui le remet à quelques longueurs seulement de Max au championnat. Donc ça aussi, ça va être un petit casse-tête pour Christian Horner à gérer si par exemple Max a une petite série 100 pendant quelques grands prix. Voilà, qu'est-ce qui va se passer si jamais Sergio prend la tête suite à des abandons, des pannes mécaniques, des accidents. Ça sera intéressant à regarder. Donc voilà, moi je fais un grand coup de chapeau à Sergio, parce qu'il n'a absolument pas volé sa victoire, parce que j'ai quand même lu des commentaires assez désobligeants par rapport à Red Bull sur les réseaux sociaux, sur le fait que voilà, Ferrari devait l'emporter. Oui, Ferrari devait l'emporter sur le papier, mais Ferrari a trébuché sur la stratégie de leur côté. Ils ont aussi ce désavantage stratégique qui est de rouler en tête à Monaco quand les conditions se corsent, et ça c'est très difficile à maîtriser. Ouais, chez Red Bull, on va pas s'excuser d'avoir été bon. Hein. C'est ah oui, non, mais tout à fait. Ce genre de choses, voilà, c'est toujours assez complexe. Paul, effectivement, Sergio Pérez là qui mine de rien se replace dans la lutte pour le titre. On n'avait pas forcément pensé à ça, et c'est vrai qu'on a souvent évoqué dans cette émission le rapport de force avec Red Bull, qui avait cet avantage d'avoir 2 pilotes qui étaient quand même plus proches que les 2 pilotes de chez Ferrari. Là maintenant, c'était déjà la journée des numéros 2 avec les deux aux 2 premières places, mais quand même Pérez, on sent qu'il est quand même à l'aise. Hein. Il est très à l'aise, en effet, notamment sur les circuits urbains, là où Verstappen admettait lui-même en début de week-end que Monaco, c'était pas forcément non plus son circuit favori. Il a certes gagné l'année dernière, mais il avouait que c'était pas forcément là où il était le plus fort. Et ça s'est vu tout le week-end, dans toutes les séances d'essais libres, en qualif, en course. Il n'y a pas vraiment eu photo. Alors évidemment, il n'était pas loin derrière Pérez, mais Pérez l'a dominé. Donc c'est important à signaler. Surtout qu'il faut rappeler que l'année dernière, c'était pas ou peu, voire jamais arrivé, finalement. Donc là, on voit un tout autre Pérez cette année. Et comme tu l'as dit, au championnat, il est totalement dans la course. Hein. Il est à 6 points de la deuxième place de Leclerc et à 15 de Verstappen. Donc, et sur une très bonne dynamique. Donc voilà, on peut penser éventuellement que sur une longueur de saison, Verstappen aura quand même un avantage, je pense, à long terme. Il y a pas mal d'observateurs qui l'ont dit, j'ai tendance à les rejoindre, mais malgré tout, c'est vraiment un pilote qu'il faut qu'on arrête de sous-estimer, Pérez. Moi, le premier, hein, c'est-à-dire que course après course maintenant, il va être prétendant au podium, voire la victoire chaque week-end, donc bravo à lui pour ça. C'est surtout pas pour conforter les mauvaises langues, on peut quand même signaler qu'il a non pas eu de la chance, mais un maximum de réussite. Son crash en qualif empêche quand même ses adversaires d'améliorer. On ne sait pas s'il aurait été dépassé ou non, mais c'est quand même à signaler. Si Verstappen, par exemple, se qualifie devant lui, la stratégie, elle va pour Max et elle va pas pour lui, et c'est Max qui gagne la course, par exemple. Donc ça, c'est plein de petits détails, mais en effet, en course, il a été irréprochable, il n'y a pas eu une seule erreur. Et puis, comme vous l'avez dit, Red Bull, ils ont été beaucoup plus lucides que Ferrari sur ce coup-là, quand même. Et ça commence à faire un ou deux couacs chez Ferrari cette saison. Il va falloir qu'ils gardent la tête froide, parce que ça commence à faire pas mal d'erreurs. Là, au Red Bull, on a vu qu'en exécution de course, c'était impeccable. Donc voilà, bravo à Red Bull. Gagner à Monaco sans avoir la meilleure voiture, c'est rarissime. Donc bravo à vous d'avoir réussi ça et d'avoir survécu à des conditions de course, encore une fois, très compliquées. Des reports, des interruptions, un ou deux accidents. Donc non, rien à dire sur Red Bull, c'est parfait.
Comme j'ai dit, je ne m'attends pas forcément à un très gros casse-tête au championnat, sauf si évidemment Perez gagne les 2 prochaines courses, là c'est une autre histoire. Mais voilà, si à la prochaine course, Verstappen lui remet 2 ou 3 dixièmes en qualif, je pense qu'on passera vite à autre chose. Donc voilà, à suivre, mais en effet, le championnat est peut-être encore plus ouvert après Monaco qu'il ne l'était avant. Donc très intéressant. Après, la très bonne nouvelle pour Perez, c'est que le prochain Grand Prix, c'est Bakou. On enchaîne deux circuits urbains de suite, et puis le Canada aussi, qui lui est connu pour toujours offrir parfois des petites surprises. Ça peut faire une très très bonne série, où Perez peut vraiment lancer comme ça une lutte pour le titre. Tu évoquais Ferrari, Paul. Moi, j'ai envie de dire quand même que Ferrari, d'habitude, quand il commençait à perdre les pédales ces dernières années, c'était aux environs de la Hongrie, de la Belgique. Enfin, ils attendaient, quoi. Et là, c'est vrai qu'on l'a dit. Hein, c'est vraiment la sortie à Imola, là, et l'erreur de Leclerc, est-ce qui a été vraiment nécessaire. Et depuis, on sent que la voiture reste très bonne. Bon, on l'a vu encore ce week-end. Elle est en performance pure. Elle est vraiment très compétitive. Mais on sent quand même que sur le côté opérationnel, c'est clairement un cran en dessous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est compliqué. Alors, comme tu as dit, Franck, c'est une circonstance atténuante d'être en tête et donc forcément de ne pas pouvoir dicter véritablement la stratégie, mais il y a quand même eu des couacs cette saison. Il y a ça, il y a le côté opérationnel qui fait un peu peur chez Ferrari, là, parce que Red Bull, il faut pas oublier que Red Bull a fait une saison 2021 au couteau tiré avec Mercedes, et donc sur chaque aspect d'une course, ils savent tirer les bonnes cartes. Donc ils ont été entraînés pendant un an, ils sortent d'une année extrêmement compliquée face à Mercedes, donc ce genre de situation, voilà, ils sont sur les dents. Alors que Ferrari, l'année dernière, c'était plutôt effectivement à chercher à progresser, donc c'était beaucoup moins exigeant entre guillemets sur les qualités de la stratégie. Cette année, il faut être absolument irréprochable là-dessus. On a ça qui fait un petit peu peur pour Ferrari, malgré le fait, comme tu dis, qu'ils ont la bonne voiture, mais ce qui fait aussi peur, pour moi, et on l'a pas encore vu trop chez Ferrari, à part à Barcelone, c'est la fiabilité. On en est quand même à plusieurs composants qui lâchent sur les Alpha, sur les As. Quand est-ce que ça va arriver chez Ferrari ? Voilà, on peut se poser la question aussi. Donc voilà, moi c'est ces deux aspects-là qui me font un petit peu peur, qui font que on risque d'être privé d'une très très belle bataille au championnat sur des choses infimes. Alors que, rappelez-vous, au tout début de saison, c'est la fiabilité de Red Bull qui nous fait peur. Voilà, vous voyez comment les choses changent en l'espace de 5 ou 6 courses. Donc voilà, c'est... Pour Ferrari, voilà, je n'ai pas trop envie de leur jeter la pierre parce que c'est quand même une course qui est extrêmement compliquée à gérer. Sainz se retrouve quand même bloqué par Latifi un bon bout de temps, et à cause de ça, il perd certainement le Grand Prix. Il perd plusieurs secondes. Leclerc, pareil, avec Albon aussi, il perd beaucoup de temps. Donc ça s'est joué à pas grand-chose aussi en piste derrière, et là aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler sur la FIA, mais il y a encore eu 2 poids 2 mesures par rapport à la gestion des retardataires, où Sainz se prend 25 000 € d'amende en essai pour avoir bloqué un pilote, et alors que ça lui arrive en course, il se passe rien pour ce pilote en question. Donc voilà, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Hein. Les 4 pilotes finissent à 2 ou 3 secondes d'écart. Ils sont roue dans roue, train arrière dans train arrière, enfin aileron avant dans train arrière. Ça se joue vraiment à rien du tout. Donc restons positifs sur l'aspect bataille pour le championnat, pour la suite. Mais tu as soulevé quelque chose de très intéressant, Franck, c'est que comme tu l'as dit, Red Bull savent gagner parce qu'ils ont gagné l'année dernière et ils se sont battus pour la victoire plus régulièrement que Ferrari, on va dire, sur la dernière décennie, sans problème. C'est vrai que Ferrari, bien sûr, il y a le prestige, bien sûr, il y a des grands pilotes, mais c'est vrai qu'on parle d'une équipe qui n'a pas gagné un titre depuis 14 ans et qui, comme tu l'as rappelé, Michael, quand elle a été en lutte pour le titre ces dernières années, on pense notamment à 2017-2018, il y a toujours un moment, effectivement, où arrivé aux 2 tiers, 3 quarts de la saison, où on se dit qu'ils ont encore toutes leurs chances. Il y a une ou deux courses, ils partent complètement au travers, et après c'était fini, on ne parlait plus que d'Hamilton et Mercedes. Donc ils ont clairement, je dirais, une espèce de fébrilité à chaque fois qu'ils sont vraiment en position de force, ce qu'on n'avait pas vu dans les premiers Grands Prix, puisque comme vous l'avez dit, c'est plutôt Red Bull qui avait les problèmes. Et là, on se rend compte que la pression mise par Red Bull, elle est énorme. Et en effet, j'ai un petit peu peur que pour Ferrari, ça fasse beaucoup, quoi. Je suis pas inquiet pour un pilote comme Leclerc, qui, je pense, va être performant toute la saison. Mais effectivement, s'il est aussi mal servi par sa stratégie et que sur le muret des stands, on n'a aucune assurance qu'on est en train de faire le bon choix, parce que clairement, ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils faisaient, à ce niveau-là, ça ne pardonnera pas. Hein. En face, chez Red Bull, les stratégies se trompent très rarement. Donc voilà, ça va être une lutte intéressante de ce côté-là aussi. Et en effet, prions pour que la fiabilité ne soit pas le décideur de ce championnat.
parce que ce serait vraiment dommage. Mais par contre, si c'est Ferrari qui se prend les pieds dans le tapis en se trompant sur la stratégie, on ne pourra que féliciter Red Bull parce qu'ils auront été bien meilleurs dans ce niveau-là. Et un championnat, ça se gagne aussi en ayant la tête froide et en prenant les bonnes décisions au bon moment. Donc, à Ferrari de s'inspirer de ce qu'a fait Red Bull ce week-end. C'est ça, si Ferrari jette le championnat par la fenêtre, on ne peut pas non plus blâmer évidemment leurs adversaires qui sont là aussi pour les pousser à faire ces erreurs, à devoir prendre des décisions complexes. Parce qu'effectivement, si Ferrari colle 5 dixièmes à Red Bull ce week-end, il n'y a aucun moment où ils sont dans une situation difficile. En termes de stratégie, c'est aussi parce qu'ils ont été poussés dans leur retranchement que là, ça a été compliqué. C'est vrai que Charles Leclerc termine donc 4ème. Hein. Au moins, il a terminé, ce qui est déjà un bon début pour lui à Monaco. Mais ça n'est même pas sur le podium. Il était très déçu, hein, Charles, évidemment. Et je pense qu'il sent aussi le truc, c'est que effectivement, pour l'instant, c'est encore serré avec Max Verstappen. Mais Verstappen a eu deux abandons qui lui ont coûté très, très, très cher en début de saison. L'écart aurait pu être évidemment plus important. Charles a aussi évidemment l'abandon de Barcelone qui, lui, là, pour le coup, lui a peut-être privé d'une victoire aussi. Donc, il va falloir voir comment tout ça toute la dynamique, comment elle va s'installer dans cette saison. Je pense que ça va être vraiment très intéressant de suivre sur les prochains Grands Prix. Mais effectivement, quand on parlait de Ferrari, 2018, ils sont en tête à Spa quand même, hein, en tête du championnat. Vettel gagne à Spa et on se dit, ça y est, c'est la victoire qui va l'amener au sommet. Puis alors, depuis, il n'y a plus personne. Et les gens vous parlent de saison dominée par Lewis Hamilton. De toute façon, sur Lewis Hamilton, il y a une meilleure voiture, il n'est pas bon, tout le monde le sait, bien évidemment. Ce qui vous permet, messieurs, de parler de Mercedes. Et de dire qu'effectivement, moi je regarde. Alors voilà, je vous le dis dans le chat évidemment, j'ai pas forcément beaucoup suivi le Grand Prix, mais moi je regarde, je suis un homme simple, voilà. Je vois que Lewis Hamilton a été dominé par Fernando Alonso puisqu'il finit à 4 secondes, ce qui est un gouffre. En Formule 1, est-ce que Lewis Hamilton est finito? C'est la question qui évidemment est sur toutes les lèvres. On a la 5e place pour George Russell, 8e place pour Lewis Hamilton. Bon, encore un week-end parfaitement exécuté avec la voiture qu'on lui donne pour l'instant de George Russell. Je pense qu'il n'y a strictement rien à dire. Je pense que si Toto Wolff devait encore chercher d'être conforté quelque part sur son choix, il n'y en a plus du tout. Il a vraiment été très très bon avec la double 13 qu'il a. Hein. Soyons clairs, c'est une voiture qui a, du coup, on l'a constaté à Monaco, rebondit beaucoup. Mais pas à cause du marsuinage. Là, c'est parce qu'effectivement, pour que cette voiture fonctionne, qu'elle ait de l'appui, de l'effet de sol, elle a des choix en suspension qui sont extrêmement rigides. Et à Monaco, ça pardonne pas. Sur un circuit qui est bosselé, où il faut de la traction, donc un peu de souplesse dans la suspension pour pouvoir relancer en sortie de virage. Il faut une certaine souplesse dans la suspension. C'est très difficile là, cette année avec cet effet de sol qui est généré par le plancher, avec ces pneus de 18 pouces qui sont quand même beaucoup plus rigides que les pneus de 13 pouces qu'on avait avant. Donc voilà, tout le négatif, entre guillemets, de ce que la W13 est obligée de déployer pour pouvoir faire fonctionner son plancher est ressorti sur ce Grand Prix-là. Ça n'empêche que George Russell, il a quand même réussi à mieux gérer cette épreuve que Lewis Hamilton. Encore une fois, il faut le constater. Au bout d'un moment, c'est encore quelque chose qui est là devant nous. Ce sont les faits. Il a réussi à mieux gérer ça. Lewis Hamilton s'est plaint tout le week-end effectivement de ses bosses, de ses rebonds, qui lui perturbait grandement dans le freinage, qu'il a bien failli voir le rail plusieurs fois dans toutes les séances. Ça a encore une fois tourné du côté de Russell, donc encore bravo à lui parce que voilà, c'est pas évident. Il arrive effectivement dans une nouvelle équipe avec un septuple champion du monde bien installé et puis il s'en laisse pas compter. Donc voilà, il fait avec la voiture qu'il a. Et je pense que la Monaco c'est vraiment un petit peu un cas à part. J'espère qu'on retrouvera la dynamique de Barcelone pour Mercedes sur les prochains Grands Prix, sur des pistes comme un petit peu plus on va dire normales, y compris à Bakou, parce que Bakou là c'est quand même un peu plus rapide. Il y a quand même pas mal de bosses aussi, mais voilà, elles sont pas aussi pénalisantes qu'à Monaco. Donc j'espère qu'on reverra cette dynamique de Barcelone à Bakou pour Mercedes, histoire de les voir revenir peu à peu dans le championnat. Mais bon, on voit clairement que cette voiture est un fort compromis pour qu'elle puisse générer de l'appui, quoi. Bon, la bonne nouvelle pour Mercedes, c'est quand même que les évolutions de Barcelone ont marché et qu'effectivement, de retour sur des circuits un peu plus traditionnels, on peut quand même s'attendre à avoir une performance plus proche de celle de Barcelone que celle qu'on a vue à Monaco. Voilà, en attendant de voir à Bakou, il risque quand même de souffrir dans le secteur lent, forcément. Et pour évoquer Russell, 7 Grand Prix, 7 top 5. Cette saison, c'est aussi simple que ça. Et en revoyant tous ces résultats, je vois pas quel Grand Prix il aurait pu faire mieux, en fait. Allez, admettons Bahreïn, il finit juste dans les échappements d'Hamilton, mais c'était sa première course chez Mercedes, on va l'excuser.
tout le reste du temps, c'est le meilleur résultat possible. Voilà, s'il peut choper une 3e place, il le fera. Si 5e, c'est la meilleure place, il terminera 5e. C'est absolument incroyable. Il n'y a pas une erreur. Il est en pleine forme, tout simplement. Quand même souligner que pour Hamilton, c'est difficile cette année parce qu'il est habitué à gagner. S'il y en a un des deux qui doit tenter un réglage un peu plus extrême, on l'a dit ici dans l'émission, ce sera lui. Donc, des fois, il prendra peut-être plus de risques. Il aura du coup plus de problèmes que Russell. Et Russell, il faut se rendre compte qu'il est dans une saison compliquée chez Mercedes, certes, mais rendez-vous compte, chez Williams, un week-end compliqué, c'était 17e. Et un week-end compliqué, c'est 5e. Pour lui, c'est tout bénef. Il a absolument tout à gagner cette année, Russell. Et alors, il répond aux attentes d'une manière absolument incroyable. Il y a même une révélation parce que c'est presque attendu. Il y a un petit souci de micro, Paul. Je ne sais pas trop ce qui se... Revient de Pékin. Se passe. Alors, dites-moi si ça s'est amélioré. J'ai rien touché, a priori. Ah, c'est mieux. Voilà, c'est revenu. Okay. Pour vérifier le branchement. Et je disais donc, oui, que voilà, saison exceptionnelle effectivement pour lui. Et Hamilton, pour lui rendre justice quand même, effectivement, s'il n'était pas derrière les Alpines à un bon moment de la course, il aurait pu sans problème, à mon avis, tenir le rythme de Russell et Norris. Donc voilà. Vivement pour eux que les circuits plus traditionnels reviennent et qu'on puisse avoir une meilleure idée de ce que valent et Hamilton et Mercedes, j'ai envie de dire. Après, juste pour rajouter quelque chose sur Russell, c'est qu'il a lui-même déclaré que si on lui avait dit qu'il n'avait pas gagné une seule course, qu'il n'aurait pas gagné une seule course avant Monaco cette année, il aurait été un petit peu déçu. Bon ben voilà, c'est comme ça, c'est la voiture qui veut ça. En Formule 1, on sait que la voiture prime toujours sur le pilote pour l'instant. Mais voilà, non, c'était juste pour aussi glisser qu'à part en Q2 où on a pu voir Hamilton être au niveau de Russell, il se prend quand même 4 dixièmes en Q3 de la part de son équipier. Il se prend presque 7 dixièmes en Q1. Donc, il y avait quand même un gros gap sur ce tracé-là ce week-end. Je pense quand même qu'ils sont contents chez Mercedes d'avoir réglé en partie, en tout cas, le problème de marsouinage à Barcelone, parce qu'il y a 2 km de pleine charge à Bakou. Et je peux vous dire que le temps serait bien long si ça marsouine. Enfin, Ferrari va passer un mauvais quart d'heure, à mon avis, dans ce moment-là, parce que ça va... sur la longue ligne droite de Bakou, ça peut décoller au bout d'un moment. Hein. La bonne fréquence. Tout doucement. façon avion qui décolle. Charles Leclerc, il est au-dessus de la concurrence, littéralement. C'est ça. Faut atterrir, monsieur, maintenant, quand même. Façon Le Mans 99. Ah bah, vous vous souvenez des Mercedes qui s'envolaient au Mans ? Peut-être que... On les verra s'envoler à Bakou. Non. Mark Webber s'en souvient bien. Lui qui avait été dans toutes ces voitures-là sur cette semaine-là, c'était assez fort. Sam Cutie, il mis son Grand Prix après dire un bon résultat de Mercedes à Bakou. Désolé aux fans de la vie, c'est Georges. On peut dire qu'on est des mauvais pronostiqueurs aussi. Voilà, je l'ai toujours dit que Perez avait gagné Monaco. Je ne l'ai pas dit publiquement, mais je l'ai toujours dit. Je lui ai dit qu'il allait pleuvoir le dimanche, donc on va pas continuer. Voilà. Bon. À un moment donné, nous sommes toujours, voilà, le mot juste au bon moment, et c'est ce qui est très important dans cette émission, bien sûr. Mais voilà, Russell, au moins, a fait un très bon week-end. C'est vrai que c'est bien de le voir maximiser toutes ces opportunités à chaque fois, ça fait plaisir. C'est effectivement, comme vous dites, je pense que Toto Wolff, course après course, il se dit, c'est très bien. Voilà, c'est au moins... c'est mieux d'un côté que ce soit, justement... Russell qui soit un peu l'assurance vie de l'équipe plutôt qu'Hamilton, parce qu'effectivement, imaginez la situation inverse où Hamilton... surperforme et Russell est à la traîne et fait 8ème. Là, on commencerait à se dire, d'accord, Hamilton, il n'y a plus que 2 ans de contrat. C'est son dernier contrat. Derrière, il faut pouvoir assurer. Je pense que là, il commence à se dire que avec George Russell, la relève est largement assurée pour les années à venir. C'est quand même assez fermer la porte à Fernando Alonso, du coup. non, mais il y aura quand même... voilà, après le retrait d'Hamilton... Alonso, il aura quoi 43 ans. Souviens-toi que l'année dernière, Alonso n'arrêtait pas de chanter les louanges de Russell. Souviens-toi de ça. Ça pourrait peut-être jouer un jour. Tout est calculé avec Fernando. Hein, donc... si vous me dites qu'il a plus... Enfin, si vous me dites qu'il débarque chez Mercedes en 2024, mais pas en 2017 pour remplacer Rosberg, ce serait très fort. Ce qui a été très fort, écoutez, Lando Norris 6ème. Hein. Bon, McLaren, ce qui est bien, c'est qu'on... McLaren, on peut le faire rapidement parce que de toute façon, on va vous dire la même chose que d'habitude. Bravo, Lando Norris, 6ème, bien joué. Hein. Daniel Ricciardo, 13ème. Est-ce qu'il a fait le Grand Prix ? On ne sait pas. Enfin, c'est plus possible. Hein. Et on sent quand même que voilà, Zach Brown, là, maintenant, a été assez ferme. Vis-à-vis de son pilote, ça devient compliqué. Hein.
On va faire le chapitre McLaren sans Manu, du coup. C'est pour ça qu'il n'est pas là, bien évidemment. C'est ça. Bon, il aurait pu être là pour Sergio quand même. Il serait parti après. Ouais, Lando Norris, que dire, super Grand Prix de Monaco, malgré son état de santé encore extrêmement fragile. Hein. Il sort d'une amygdalite. Alors, je sais que sur la télévision française, on a mis l'air angine, mais l'amygdalite, c'est une angine qui est quand même beaucoup plus sévère qu'une simple angine. Donc, c'est beaucoup plus fatigant, beaucoup plus crevant. Ça vous prive vraiment de la voix et tout ça, donc c'est extrêmement compliqué. Une personne qui souffre d'une amygdalite sévère comme l'avait Norris, et il l'a bien raconté vous pouvez le lire sur NextGen, c'est un au point de devoir manquer les débriefings, de ne pas pouvoir parler à son ingénieur, de même communiquer par des gestes des fois. Donc c'est vraiment compliqué. Ça allait un petit peu mieux à partir de la qualif et dimanche surtout. Mais après un Grand Prix de Monaco sous la pluie en étant malade, c'est pas évident. Donc il nous sort encore the résultat pour McLaren. Voilà, il maximise ce qu'il a. Et il a encore, l'outrecuidance de dire qu'ils ne sont pas encore totalement à l'aise à bord de cette McLaren. Ce qui doit faire plaisir à Daniel Ricciardo. Ah, mais Ricciardo qui peut dire qu'il dit « Moi non plus, je me sens pas tout à fait à l'aise dans cette McLaren. » Donc voilà, il a enfoncé le clou par rapport à Daniel, qui, je pense, n'avait pas besoin de ce genre de déclaration après le week-end qu'il vient de vivre. Après les déclarations comme tu dis de Zach Brown, qui ça a titillé quand Ricciardo a commencé à parler de son contrat, ses 2 ans, même 3 ans, non moi je suis pas trop sûr et tout. Ça a creusé et au bout d'un moment la vérité est sortie, c'est qu'il y a une clause de performance dans le contrat de Ricciardo qui actuellement ne doit certainement pas être remplie, et que si McLaren a tout loisir de virer Ricciardo ou de le remplacer de manière plus sympathique, c'est-à-dire en ayant attendu qu'il trouve une place ailleurs, ou le re-signer mais à un salaire beaucoup moindre, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Ricciardo prend un sacré salaire au passage, McLaren ne va pas se priver. Je vous rappelle que McLaren, c'est un groupe qui était en difficulté il n'y a encore même pas 1 an, qui pouvait mettre la clé sous la porte, et il est hors de question de continuer à payer 20 millions ou 25 millions de dollars à un pilote qui finit 13e et qui n'arrive pas à comprendre les voitures de la génération d'avant, les voitures de la génération qui est née cette année et qui va poursuivre jusqu'en 2025. Donc voilà, encore très mauvais Grand Prix de Daniel Ricciardo. Je pense qu'effectivement, j'ai pas envie de dire que les carottes sont cuites, parce que c'est encore la saison encore un peu longue. La saison est longue, mais la décision pour le contrat ne l'est pas forcément. Donc je pense qu'il a encore 3-4 Grands Prix grosso modo pour montrer que ça peut progresser, qu'il peut trouver la clé de cette MCL 36. Sinon, effectivement, je pense qu'il ira voir ailleurs, ou il se retirera de la F1, quoi. Parce que on a quand même le droit de penser que c'est éventuellement cuit quand même, parce que le truc c'est qu'il n'y a pas une seule séance, il n'y a pas une seule qualif, une seule course où on a quelque chose à retenir de lui cette année. Et même l'année dernière, il y avait Monza qui était un petit peu un trompe-l'œil, mais pour le reste, il n'y a pas une seule performance majeure de Ricciardo dont on se rappelle depuis début 2021, quoi. C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé chez McLaren, il est comme paralysé. On pensait que les nouveaux règlements lui donneraient une chance justement de pouvoir équilibrer les débats face à Norris. C'est tout l'inverse qui se passe, le fossé se creuse. Et en plus, avec ses déclarations publiques de Brown, enfin là, il l'a tué sur la place publique, je suis désolé de le dire, mais dire des choses pareilles, sous-entendre que le contrat ne sera pas forcément respecté parce que les résultats ne suivent pas, il l'a enterré publiquement. Et je sais pas, c'était assez étonnant même ces déclarations de Brown. C'est pas forcément le type de personnage qu'on pouvait s'attendre à dire ça. C'est le côté américain assez positif fait que d'habitude il y avait toujours il y avait toujours le sourire chez McLaren, même l'année dernière quand ça marchait pas toujours. Là vraiment on sent que la patience est là, que ça marche pas du tout. Et en plus comme tu l'as dit Franck, que Norris de son côté dise je suis malade d'une et deux je suis pas à l'aise dans la voiture, et il décroche un peu à l'image de Russell les meilleurs résultats possibles quasiment tous les week-ends dans sa McLaren, l'air de rien. Quand même quelqu'un qui a fini sur le podium à Imola. Voilà, il a fait un podium, c'est ça. C'est énorme. Enfin, est-ce qu'on se rend compte, quoi? C'est vraiment énorme. Et Ricciardo qui fait je sais plus quoi dire en fait. J'aimerais le défendre parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une personnalité qu'on apprécie, que c'est un pilote qui a fait ses preuves, qui a remporté 8 courses, qu'on a tous estimé capable un jour de se battre pour le titre s'il avait la voiture. Mais là, c'est une descente. J'espère pour lui qu'il aura peut-être une chance encore en Formule 1. Je pense pas que ce sera chez McLaren en 2023. Aussi se dire qu'il a 33 ans. Est-ce qu'une équipe lui fera encore confiance après ces 2 années chez McLaren? Ça s'annonce compliqué quand même. Voilà. On va voir. Moi, je suis assez inquiet. C'est pas terrible tout ça. Et puis, il n'y a pas la place, en fait. C'est ça qui est très gênant. C'est qu'aujourd'hui,
il peut même pas en fait faire une Bottas, c'est-à-dire aller rebondir dans une équipe un peu plus basse dans le classement, parce que le problème, bah, justement, chez Alfa Romeo, bah, t'as Bottas chez Williams. et voilà, chez Williams, mais bon, effectivement, vu que Williams ne remonte vraiment pas pour l'instant, enfin, reste quand même plutôt en fond de classement, est-ce que ça va vraiment, est-ce qu'il va vraiment Non, vouloir plus aller personne, sur ce défi-là? plus personne ne voudra parier sur lui, c'est clair. C'est compliqué, quoi. Pour en remettre on- aussi, pour remettre aussi une couche sur Lando Norris, juste, on voit du coup que c'est un monstre quand même, parce que il faut quand même Excellent réussir pilote. voilà. Et quand je pense que Helmut Marko a cherché à faire venir Norris aux côtés de Verstappen pour remplacer Gali et Albon à un moment, puisqu'il y avait eu des tractations, et j'ai imaginé un peu le duo qu'on aurait eu chez Red Bull avec Verstappen et Norris. Ça aurait Ça fait aurait été des quelque chose. étincelles. Voilà. Je pense qu'il préfère avoir Perez maintenant, c'est vrai, dans cette Oui. équipe-là, parce que tu sais que Perez va être plus sympathique, Docile. on va dire, même si on va voir. S'il prend la tête du championnat dans 3-4 Grands Prix, on va voir déjà un peu comment ça pourrait évoluer cette affaire. On ne sait jamais un peu, mais comme le dit Gregory, le salaire qu'il demande aussi, c'est vrai que Daniel Ricciardo, c'est cette grande énigme, parce qu'effectivement, bon voilà, chez Renault, c'était assez compliqué au début 2019, mais c'est quand même vite adapté. 2020, il fait une très bonne saison, faut pas oublier, c'était il y a 2 ans. C'est pas comme si on vous parlait d'un Daniel Ricciardo qui descend aux enfers depuis 8 ans, qui met plus un pied devant l'autre. Là, c'est vraiment depuis son arrivée chez McLaren. C'est quelque chose quand même qui est très peut-être symptomatique de la manière de travailler dans l'équipe. Peut-être que c'est cet environnement qui ne lui convient tout simplement pas, mais le problème c'est que effectivement, comme vous le dites en Formule 1, on va pas forcément prendre le risque d'aller chercher en disant allez, l'environnement n'était pas bon, peut-être que chez nous ça va mieux aller. Aston Martin l'avait fait avec Vettel, c'était un peu la même chose, mais Vettel avait quand même 4 titres derrière, donc c'est un risque qui était quand même un peu plus calculé. Même si on vous a dit, voilà, évidemment, on estime Ricciardo, et ça reste évidemment un très bon pilote de base, mais là, il n'y a peut-être pas forcément tout le pédigré qu'il faut derrière pour réussir à faire ce qu'il faut. Donc c'est assez compliqué. D'ailleurs, ce qu'il nous dit, il lui faut une voiture dans laquelle il y a une pleine confiance. Alors, oui, mais encore une fois, après, le problème, c'est qu'un pilote de Formule 1, il est censé, après, pouvoir tirer le maximum de sa voiture, peu importe. Bon pilote de fin doit savoir s'adapter, exactement. Et c'est très difficile. C'est très difficile de trouver une voiture dans laquelle vous avez une pleine confiance. Effectivement, vous aurez peut-être une voiture sur laquelle vous pourrez mieux vous adapter, mais c'est Carlos Sainz qui le disait, c'est qu'un bon pilote de F1 de nos jours, c'est un pilote qui sait s'adapter à toutes les circonstances, à toutes les Formule 1 qu'on lui donne. Je veux dire, McLaren ne pourra pas changer les épures de suspension juste parce qu'il faut finalement 2 degrés de plus pour que Ricciardo soit plus à l'aise dans sa Formule 1. Voilà, il faut qu'il fasse avec, quitte à aller au taquet des réglages sur certaines choses, ou moins sur d'autres. Je veux dire, il doit faire avec. C'est un petit peu le souci de ces F1 aussi qui sont ultra normés et qui sont tellement optimisés qui font que bah voilà, on fait fonctionner ces F1 dans des modèles numériques. Et elles sont censées fonctionner entre telle et telle plage, et pour gagner du poids, pour gagner en aéro, voilà, bah, les possibilités effectivement de changer des choses, comme on pouvait le voir dans le passé, où on changeait effectivement des ressorts de suspension, des barres anti-rouille, ce genre de choses. On le voit encore un peu, mais c'est beaucoup plus restreint par rapport au passé, quoi. Et donc effectivement, retrouver cette confiance-là grâce à ces réglages, c'est beaucoup plus compliqué de nos jours qu'avant. Et puis surtout, Norris fait les résultats, parce que par exemple, voilà, si on prend un parallèle avec le monde de la moto, c'est vrai qu'on peut par exemple dire quand Marc Marquez faisait des résultats merveilleux avec la Honda, c'est lui qui vraiment bonifiait cette voiture, cette moto, pardon. Mais en moto, justement, le pilote a quand même beaucoup plus son mot à dire, et c'est lui qui va vraiment pouvoir augmenter le rythme d'une moto. Ici, si Norris parvient à faire 6ème, c'est que la voiture le vaut aussi. Ou en tout cas, elle vaut au moins une 8 ou 9e place. On peut dire, allez, à la rigueur, il monte un petit peu comme le faisait Gasly avec l'AlphaTauri, mais autant d'écart entre les deux tous les week-ends, ça devient très compliqué. Maintenant... Après, parce que ça me vient aussi à l'esprit maintenant, c'est pour relativiser aussi, c'est qu'effectivement, quand une Formule 1 vous convient bien, vous pouvez voler dans le bon sens du terme avec. Il n'y a qu'à voir Latifi Russell l'année dernière chez Williams et Latifi Albon cette année. L'écart s'est extrêmement agrandi entre les deux équipiers Williams. Parce que Latifi n'y arrive pas non plus avec ses Formule 1. Donc c'est qu'il y a bien aussi quelque chose, quelque part, qui est un peu plus compliqué à trouver peut-être sur ces Formule 1 de 2022. Mais bon, voilà, Ricciardo doit savoir s'adapter. Comme Latifi devra savoir s'adapter pour gagner sa place, ils n'ont pas le choix. Certes, c'est comme ça, il faut faire avec.
Et voilà, et si vous y arrivez pas, je suis désolé, on peut pas vous garder pendant 4 ans en attendant les Formule 1 de 2026. C'est pas possible. Là, Ricciardo, le côté peut-être positif pour lui, où il pourrait peut-être qui sait continuer chez McLaren, même si ça semble très mal parti, c'est justement qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes disponibles vraiment qui pourraient faire mieux que lui. Mais d'un autre côté, étant donné que maintenant ils ont Norris, et que Norris, on voit clairement qu'il a pour moi, ce qu'il montre, c'est un calibre de champion du monde potentiel. Voilà, s'il a la voiture, je pense qu'il peut largement aller jouer le titre. Ils peuvent aussi simplement se dire, écoutez, voilà, on a Norris, on peut mettre un peu qui on veut dans cette voiture, on peut tenter un pari sur un jeune, ils peuvent peut-être avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande. Donc, je sais vraiment pas ce que ça va donner pour Daniel Ricciardo, mais je pense que là, s'il ne continue pas chez McLaren, je vois pas trop où il pourrait rebondir. Et par exemple, je le vois pas. Enfin, imaginons si Pierre Gasly quitte AlphaTauri, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que Daniel Ricciardo irait foutre chez AlphaTauri entre nous, lui qui a été tête d'affiche chez Red Bull pendant des années, et voilà, c'est clairement complexe. Ricciardo, je le vois bien rebondir plutôt aux États-Unis, effectivement. Il a évidemment le mode de vie, voilà, et puis même le business aussi qui est en train de se créer là-bas. Il s'est fait une image. Il faut qu'il essaie de garder cette image sympathique, souriante du pilote. Bien suivi grâce aussi à Netflix, hein, il faut le dire. Au moins jusqu'à la fin de la saison pour rebondir ailleurs. Maintenant, comme je dis, bon courage aux pilotes qui sont choisis pour remplacer éventuellement Daniel Ricciardo chez McLaren, parce que se frotter à Lando Norris à côté ça va pas être évident. Je pense notamment à si Zak Brown fait un pari sur Pato. Non, c'est pas possible pour Pato Ward, mais bon. Qui sait, hein. Après tout, il maîtrise ses pilotes. S'il veut finalement le faire venir en F1 plutôt que pour John IndyCar, il peut le faire. Voilà, mais est-ce que c'est pas aussi grillé un de ces pilotes-là, ou Colton Herta, voilà, prêté par Andretti aussi, le temps de le former pour s'ils ont leur propre équipe, ce qui est loin d'être fait, ce qui est très très loin d'être fait d'ailleurs. Voilà, et le pauvre jeune pilote qui sera à côté de Lando Norris, je lui souhaite bon courage quand même. Ouais, ça va pas être facile. Effectivement, Pato Ward, il a signé jusqu'en 2025 chez McLaren en IndyCar, mais effectivement, après, on rappelle, McLaren a remis des billes en début d'année, c'est vraiment une entité McLaren maintenant, l'équipe, donc il peut très bien faire glisser les pilotes. Peut-être qu'il mettra Daniel Ricciardo en extrémie. Ça me mettra bien là-bas. Et voilà, mais là Et pourquoi pas Gasly chez McLaren, messieurs? Parce qu'après tout, maintenant c'est officiel, c'est bouché pour lui chez Red Bull, c'est mort. Oui. Après tout, pourquoi pas, hein. Alors bien sûr, je sais que Zak Brown aimerait bien mettre un Américain dans la voiture, et je peux le comprendre, mais il pensait plutôt à 2024, si jamais ça devait venir plutôt que prévu. Pourquoi pas prendre quelqu'un qui est déjà effectivement formé, qui est un jeune pilote, mais qui a déjà fait ses preuves, ça pourrait avoir du sens. Ça sera un jeu sur les moteurs, à mon avis, parce que ça aussi, ouais. Il y a Toto Wolff qui a quand même, on fait une petite digression par rapport au résultat du Grand Prix, mais Toto Wolff a quand même dit qu'au niveau motorisation, fourniture, c'était plus aussi intéressant qu'avant, et qu'il y aurait certainement des coupes dans les clients. Je peux vous parier que si McLaren s'associe avec Audi, on va demander à McLaren de bien vouloir chercher un autre moteur, même dès l'année prochaine jusqu'en 2025, le temps qu'Audi arrive. Et pourquoi pas un accord de nouveau avec Renault. L'histoire se répète toujours. McLaren aime bien changer de moteur, et Piastri au volant. Gasly n'amène avec lui ni budget ni moteur. Il n'amène avec lui que son talent, qui est déjà énorme, parce qu'il est reconnu, on sait qu'il maximise, qu'il sait sortir des performances. Mais qui est énorme, Franck, mais avec un bémol. Quand on voit la saison actuelle de Pierre Gasly, oui, c'est quand tu prends le côté immédiat, c'est vrai que c'est plus nuancé que les deux dernières saisons, ouais, c'est vrai. Donc c'est assez, c'est pour ça que le Breton nous dit arrêter avec Gasly. Non, mais c'est vrai que Pierre Gasly, c'est très intéressant, et vraiment c'est très important ces prochains mois pour lui, parce que imaginez, il fait juste jeu égal avec Tsunoda où il le bat légèrement. Là aussi, sa cote va baisser forcément un petit peu. C'est très. Tsunoda peut le battre. Tsunoda peut le battre. Et Tsunoda peut le battre aussi, bien sûr. Non, c'est possible. Et il a dominé à plusieurs reprises en qualification. Une chose qu'on n'avait pas du tout vue l'année dernière, encore une fois. Donc, c'est pas exclu que Gasly soit battu par Tsunoda. Il y a 11-6 pour l'instant. Et vu le nombre de points qu'il marque par week-end, 5 points, c'est un tout petit match là, l'air de rien. Tsunoda fait une belle saison. Faut pas, il était bon en plus à Monaco. Donc, Gasly a pour lui ce Grand Prix quand même où il fait une très belle course, très clairement, Pierre, où vraiment c'était très joli. Mais sinon, c'est vrai que depuis le début de saison, attention à Pierre Gasly, peut-être qu'effectivement, ces deux dernières saisons où il a vraiment survolé
la concurrence chez AlphaTauri, c'est peut-être aussi plus difficile maintenant que Tsunoda est un peu plus au niveau pour aller chercher peut-être dans ces derniers retranchements. Ça va être intéressant, je pense, hein, cette silly season là, qui va être vraiment très sympathique à suivre avec tous ces transferts qui vont se poursuivre. Mais pourquoi pas Alonso chez McLaren? Gros lourd qui repousse. Troisième comeback. À un moment donné, voilà, il aura fait McLaren avec 45 moteurs différents, c'est très bien. Mais bon. Tout recommence normalement, c'est Renault, McLaren, Ferrari, donc Alpine. Donc c'est Alpine, McLaren, Ferrari, Ferrari. Moi, c'est bien compliqué, j'ai mal à la tête là. Ça devient difficile. Hein. Et il aura 57 ans à la fin. Voilà. C'est ça. Et enfin, le 3e titre. Ce sera absolument merveilleux. Le titre crypto ou le titre mondial, Michael? Ah, moi je m'en fous, non, mais ils inventent un truc. Hein. Ils font le casque le plus espagnol de la grille, quelque chose, un machin, mais on trouve quelque chose pour qu'il ait un titre. Bon, là, écoutez, le casque le plus espagnol, il a mis du rose. C'est vrai que c'est dramatique, merde, il n'y a plus rien. Je ne peux plus rien trouver pour Fernando Alonso, c'est affreux. D'ailleurs, je tiens à présenter des excuses publiques là de suite, mais je ne peux pas évoquer cette magnifique 7e place de Fernando Alonso avec la casquette de la mauvaise foi, car la casquette de la mauvaise foi est dans ma valise. Ah. Et ma valise est dans l'avion entre New York et Washington. Je sais pas non plus ce qu'elle fout là, hein, mais donc malheureusement, je ne peux pas mettre la casquette de la mauvaise foi, j'en suis totalement qu'elle désolé. était seule dans sa valise, parce qu'elle mérite d'avoir une valise à elle seule, normalement. Bien entendu, ça m'a coûté un bras pour la faire voyager en plus, mais à un moment donné, il faut quand même, voilà, c'est la moindre des choses. Est-ce qu'elle dort? Le truc qui me dit, mais écoutez, mais ça pèse 50 kilos votre valise là, oui, il y a une casquette dedans. Foutez de ma gueule? Non. Mauvaise foi. 50 kilos de mauvaise foi. 24 carats, tout va bien. Mais bon, 7e place quand même de Fernando Alonso, qui, comme il l'a dit lui-même, hein, il est parti 7e, il a fini 17e, et pourtant, que ce fut agité comme Grand Prix pour lui. C'était quelque chose. Esteban Ocon 12e, hein, cette pénalité de 5 secondes, forcément, c'est pas quelque chose de pratique hein, pour le Français qui était dans les points. Mais bon, chez Alpine, allez, on reprend sur des bases un peu, au moins ça se joue fin de top 10, enfin voilà, ça marque des points. Pareil, Alpine, en fait, c'est un céphalogramme plat au niveau de fin du top 10, quoi. Depuis le début de l'année. Ça ne fait pas yo-yo. Il y a des équipes qui font yo-yo, pas Alpine. En peloton, c'est ça. C'est 6, 7, 8, 9, 10. Non, Fernando Alonso, il a tiré son épingle du jeu en vieux briscard. Lewis Hamilton a beaucoup souffert derrière lui parce que Fernando Alonso est reparti après le drapeau rouge en médium, et il savait très bien que pour les faire durer, il fallait pas adopter un rythme trop rapide dès le début, ce qui a extrêmement frustré tous ceux qui étaient derrière lui, à commencer par Lewis Hamilton qui n'a pas trouvé l'ouverture. Voilà, Monaco, vous ne dépassez pas, même avec ces Formule 1, c'est pas possible, il faudrait Formule 1 qui fasse 1 mètre de large de moins. On va passer à Monaco, voilà, donc vous enlevez les 4 roues et puis vous glissez sur l'eau, peut-être en barque, voilà, faut peut-être le tenter en barque s'il pleut. Ou sinon, tu veux un truc pas large, t'appelles ça une moto aussi, ça marche. Non, mais voilà, au Grand Prix sans histoire pour l'instant, pour une fois, pardon, pour Fernando Alonso, voilà, qui a mené sa barque justement vers cette 7e place. Donc rien à dire, sur course solide pour Esteban. Alors pénalité de 5 secondes, mérité, pas mérité. Alors. Un grand défi encore une fois. Ocon reçoit une pénalité de 5 secondes pour le fait de ne pas avoir laissé assez de place à Lewis Hamilton lorsque Hamilton essaie de le dépasser. Sauf que ça ne dévote. Quand Hamilton arrive sur une trajectoire un peu humide derrière, freine un petit peu au panneau trop tard. Non, ça ne dévote, il y avait une seule trajectoire, c'est très difficile de laisser de la place à l'intérieur pour une voiture qui arrive. Mais bon, la pénalité de 5 secondes pour ça, c'est vraiment pas mérité. Par contre, dans les images non vues de la course, il y a bien un moment où Esteban Ocon tasse bien dans cette même ligne droite de départ arrivé, et Hamilton vers le mur. Ce qui coûte un aileron avant à Hamilton, qui n'est pas remplacé parce que les dégâts étaient minimes, mais après il a été remplacé après pendant le drapeau rouge. Mais là, effectivement, la manœuvre méritait une petite pénalité. Donc, j'ai envie de dire, la mauvaise foi d'Alpine, notamment de Laurent Rossi, après la course, sur ce coup-là, pour la pénalité de 5 secondes, non. Il n'y a pas raison d'avoir ce genre d'attitude. Il y avait une pénalité qui était méritée, mais pas pour ça. Donc la FIA, c'est encore un des sujets où ils sont gaufrés. Ils n'ont pas donné la pénalité pour ce qu'il faut. Voilà, tout simplement.
Le petit spécial. Hein. C'est une option très spéciale, la FIA, cette année. C'est un grand sujet. Ah, mais c'est exactement ça, parce que sur la manœuvre en question, où est-ce qu'ils voulaient qu'ils se mettent en fait, Ocon? Parce que, alors oui, bien sûr, le gentleman agreement qu'ils ont eu avec le GPDA en début d'année, c'était du moment que l'aileron de votre concurrent est à côté, ou du moins suffisamment à côté de votre voiture, vous devez absolument lui laisser de l'espace. Alors oui, ça aurait marché au premier virage à Barcelone, bien sûr, mais ça ne peut pas marcher à Sainte-Dévote à Monaco, où d'une, il y avait une seule trajectoire sèche. Si vous passez à l'extérieur, vous êtes dehors, tout simplement, parce que vous mettiez votre roue 1 cm dans l'eau, vous étiez dans le mur de toute façon. Et Schumacher peut en témoigner. Donc, non, pour le coup, je rejoins Franck, qui mérite une pénalité pour ce qu'il a fait avant, oui, 100%. Mais il aurait peut-être pu mériter quelque chose de plus que ça, parce que c'est assez grave quand même de le tasser sur le mur comme ça. Pour la manœuvre en question où il le touche, non. Là, par contre, c'était un peu pas terrible. Et pour revenir au week-end dans son ensemble, ouais, Alonso pas mal quand même. Hein, tout le week-end, 2-3 dixièmes devant Ocon tout le temps aussi, c'était à signaler. Il l'a dominé. Il a eu un petit peu de chance quand même parce qu'il s'est crashé au meilleur des moments en qualif, puisque il s'est crashé 10 secondes après Perez, c'était à peu près en même temps. C'est-à-dire que son ingénieur lui dit à la radio qu'il y a un drapeau rouge au moment où il va dans le mur. Et il dit ouais, non mais t'inquiète, je me suis crashé. T'inquiète, c'est moi, t'en fais pas. Et donc je l'avais jamais vu aussi heureux d'avoir un accident parce qu'il savait que ça n'avait pas d'incidence. Bon, tant mieux pour lui. Et puis en course, effectivement, le rythme très lent pour gérer les pneus. Est-ce qu'il était obligé d'aller aussi lentement? On peut se poser la question parce qu'il était le plus lent en piste quand même. Hein. C'est-à-dire que même les Williams qui étaient même pas dans le peloton, elles ont réussi à faire la jonction. Et donc j'aurais bien voulu voir une caméra fixe pour entre Norris et Alonso, attendre 30 secondes et ensuite voir Alonso et les 13 voitures derrière. Ça a dû être assez intéressant depuis les tribunes. Enfin, voilà, en tout cas, belle course, des bons points pour Alpine qui effectivement serait bien inspiré quand même d'aller en Q3 tous les week-ends en fait, parce que là on a vu qu'avec les 2 voitures en Q3 ça facilite quand même grandement le week-end. Donc non, mais ce qui est très bien avec Fernando Alonso, c'est que vous vous souvenez, je crois que c'était à Barcelone, du coup on s'est extasié parce qu'il avait quand même doublé son nombre de points en un seul Grand Prix. Ici, il était à 4 points, il est maintenant à 10. Enfin, excusez-moi, mais s'il continue sur cette lancée-là, il est à 400 points avant la fin de saison. C'est le titre mondial qui se joue quand même, donc il faudrait qu'il puisse continuer sur cette très bonne lancée, Fernando. Mais c'est vrai que pour une fois, il a quand même eu un week-end sans trop d'histoire. Bon, il y a eu cette erreur en qualif, mais qui effectivement, comme tu as dit, Paul, n'a absolument eu aucune incidence. Voilà, au moins, ça fait du bien. Il pourra reprendre son rythme habituel dès Bakou, évidemment, où il sera en 5e position avant une casse moteur bien triste et bien dommage, évidemment. Bien frustrante. Il dira que, Deux tours de l'arrivée. Évidemment, non. De toute façon, les gens comme nous n'ont pas le droit de rêver. Sachez-le. Les gens comme Paul et moi n'ont pas le droit. C'est pas possible. C'est très compliqué. Bon, chez Alfa Romeo, Valtteri Bottas qui termine 9ème. Hein, écoutez, ça continue sur la même lancée, même si maintenant, Valtteri Bottas... C'était mal parti quand même. Hein. Ouais, ça commençait quand même très mal. Il continue à être le roi de Twitter, hein, le gaillard, maintenant, parce que c'est-à-dire que le truc le plus... pour tout vous dire, moi j'étais quand même à Indianapolis, je mets Twitter. Le truc le plus divertissant que j'ai vu du Grand Prix, c'est Valtteri Bottas qui s'introduit sur toutes les photos possibles et imaginables en montrant son cul. Hein. Moi j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Retweeté par Valtteri Bottas lui-même d'ailleurs. Enfin, tweeté par Valtteri Bottas lui-même en plus. Et ouais, il y a un tweeté, après il les a retrouvés. C'est une merveille absolue, bravo à Valtteri. Mais en plus, ça finit quand même 9ème. Guan Yu Zhou termine en 16ème position. Là, je vous avoue, on vous dit toujours dans cette émission, je vais vous laisser juger de la course de Guan Yu Zhou parce que là, j'ai rien vu. En fait, sa course, elle était détruite dès la qualif parce qu'il partait dernier sur la grille. Parce que je crois que c'est le seul de tous les pilotes qui n'a pas eu un seul tour propre en Q1. Le drapeau rouge est tombé quelques secondes avant qu'il passe la ligne. Sinon, je pense qu'il avait une chance d'aller en Q2 quand même. Donc bon, en partant dernier, malheureusement, à Monaco, il n'y a pas grand-chose à espérer. Donc, mais juste les prédictions de podium possibles pour Alfa Romeo à Monaco se sont vraiment écroulées très rapidement quand même. Hein. Ouais, quand j'ai vu les essais et les qualifs, là, effectivement, je me suis dit, on nous avait dit quand même qu'il serait très bon. Bon, comme d'habitude, Bottas fait grève le vendredi. Voilà, il roule pas le vendredi. Ouais, c'est ça. Il a décidé que cette année, les week-ends, c'est 2 jours. Donc, bon. Non mais Franck, c'est normal. C'est-à-dire que lui, ça fait... contrat, hein, je pense. Non mais si tu veux, Franck, ça fait 5 ans qu'il est champion du monde des essais libres chez Mercedes. Là, il s'est dit, maintenant, puisque c'est comme ça, moi j'arrête. Voilà, j'en ai marre. Champion du monde des qualifs, mais là, ça n'a pas passé. Non, l'Alpha pas forcément dans le coup du podium. Voilà, le dernier secteur de Barcelone était pour une fois extrêmement trompeur les concernant. Donc, ils allaient essayer de comprendre pourquoi. Voilà, ils ont des pistes, effectivement, en termes de... Je
Je pense que voilà, Paul a préparé un article pour demain là-dessus qui expliquera un petit peu ce qui leur est arrivé. Mais voilà, c'est que Alpha, voilà, 2 points. C'est très bien pour eux. L'année dernière, ils auraient sauté de joie pour 2 points. Donc là, ils limitent les dégâts. Il aurait fait quoi contre Steiner? C'était une bonne stratégie en plus de la part d'Alfa Romeo parce que partir 12, finir 9 à Monaco, la stratégie à jouer. C'était les bons arrêts au bon moment, ils ont chaussé les inters au bon moment, les slicks au bon moment, donc c'était parfait à ce niveau-là. Et Bottas lui-même était très content. C'est vrai qu'à Monaco, si vous perdez une séance entière d'essais libres, déjà vous avez fortement compromis votre week-end, parce que s'il y a bien un circuit où c'est important de rouler, c'est quand même Monaco. Pour les sensations, les réglages, c'est très important. Donc finalement, ils s'en sortent quand même bien de terminer à nouveau dans les points. Et puis le podium, une prochaine fois, manifestement. Après, peut-être que le côté bosselé aussi de Monaco n'a pas aidé, parce qu'effectivement, le dernier secteur de Barcelone, ce sont des virages lents, mais c'est un billard. Peut-être effectivement que sur des pistes vraiment pour le grip mécanique n'était pas là, oui, c'est ça. Voilà, la Hongrie, par exemple, on peut peut-être imaginer et espérer un petit quelque chose, et nous vous en reparlerons quand Bottas sera terminé 10e et Joe 12e. On va dire, voilà, en fait non, j'étais nulle part. Écoutez, on fait ce qu'on peut, et eux aussi surtout. Mais c'est bien, ça fait encore des points pour Alpha, comme on l'a dit, voilà. Marquer des points quasiment à chaque Grand Prix pour eux, maintenant, c'était quelque chose qui était inespéré jusqu'à l'an dernier, donc voilà, il faut prendre quand même le côté positif. Pareil ici chez Aston Martin, bon voilà, 10e place pour Sébastien Vettel, ça fait encore un point pour eux, écoutez, c'est pas mal quand on voit où ils étaient en tout début d'année. Lance Stroll, vraiment pas mal Vettel, le passage en Q3, c'était balèze, c'était une des petites surprises quand même du week-end. Et en course, il a fait une erreur à Sainte-Dévote, à ce moment-là il avait perdu les points, c'était au tour 6, si je dis pas de bêtises. Et puis effectivement la pénalité d'Ocon lui permet de récupérer le top 10, mais pour l'ensemble de son week-end c'est franchement mérité. En plus, il me semble, la réalisation n'a pas été fantastique. À Monaco, on l'a pas forcément évoqué, mais visiblement, Vettel a fait des super dépassements qu'on n'a pas vus. Donc, c'est dommage. On n'a pas vu ni son erreur ni ses dépassements, donc on n'aura pas vu le mauvais comme le bon. Mais Vettel, qui l'air de rien, il y a 3 courses, rappelez-vous, en Australie, 3-4 courses, il revenait du Covid, c'était compliqué. Et là, je trouve franchement pas mal. Alors, la question, c'est de savoir ce que vaut Stroll, effectivement. Mais en tout cas, qui est quand même largement devant Vettel, et c'est lui qui porte l'équipe. Donc, pour un pilote que certains voyaient comme peut-être démotivé, tout ça, moi, je le trouve quand même, je trouve qu'il porte Aston à bout de bras, qu'il est positif. Et puis, je le répète, ce tour pour aller en Q3 à Monaco, c'était balèze. D'ailleurs, il l'a célébré comme il se devait, parce que c'était un vrai petit accomplissement. Donc, non, Paul, bravo à... Par contre, Paul, c'est en début de saison qui était positif, Vettel. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de premiers Grands Prix. Écoutez, à un moment donné... 21h28, on n'a pas encore eu une seule de mauvaise blague depuis le début. Il faut bien qu'on commence à un moment. Petite blagounette là pour te mettre en chauffe avant demain. Non mais Vettel quand même, c'est positif. Je trouve que comme tu dis, voilà, il montre de belles choses quand même depuis quelques Grands Prix, et il montre qu'il a quand même encore de beaux restes, parce qu'on pouvait commencer à s'inquiéter. Monaco, c'est pas évident. Alors que Ricciardo, justement, qui est quand même un pilote qui était plutôt à l'aise, réputé à Monaco. Et ne s'en est pas sorti malgré tout cette année, donc ça renforce aussi un petit peu ce côté les pilotes à l'aise à Monaco s'en sortent un petit peu mieux, quoique cette année la hiérarchie est quand même assez bien respectée quand même. Le pilote je trouve a moins fait la différence que d'habitude. Mais bon. Je pense que ça va vraiment être la limitation de ces Formule 1 là qui sont extrêmement rigides, donc avec des Formule 1 qui ont beaucoup plus de grip et de motricité, je pense que les différences sur les pilotes se creuseraient plus, mais bon, pour ça il faudrait des 13 pouces et plus 18. Lance Stroll, on est d'accord que un week-end pas remarquable. Oui, as usual, next. c'est un week-end de Lance Stroll. Oh là, Lance Stroll, de toute façon, quand vous savez s'il a fait un bon week-end, c'est 40 secondes d'interview. S'il a fait un très bon week-end, c'est 10 secondes. Donc, voilà. Là, on était plutôt sur du 10 secondes. Après, il s'est fait une frayeur, pardon Franck, je disais, il s'est fait une frayeur, il me semble, au premier tour de la safety car, il est même allé flirter avec le mur, et ça aurait pu mal se finir. Donc, comme Latifi. Raison, avec une crevaison d'ailleurs, ce qui lui coûte. Une crevaison, exact. Et il a dû rentrer et repartir en fond de peloton, exact. Donc à partir de là, sa course était de toute façon compromise, mais il partait de loin. Donc moyen, voilà, moyen. Pas désastreux, mais moyen. Comme souvent, malheureusement, pour Lance Stroll. On rappelle que dans quelques semaines, c'est le Grand Prix du Canada. Les fans canadiens de Formule 1, ils se disent, on a Lance Stroll et Nicolas Latifi, ça va être bien. Laurent Stroll a demandé une Formule 1 spéciale pour son fils pour le Grand Prix du Canada, je suppose.
J'espère. Une Ferrari verte. Une Ferrari verte. Allez, la Red Bull verte, ça marche Parce pas. que la Red Bull verte, il n'arrive pas à faire grand chose avec, alors on va tenter la Ferrari, et puis voilà. Comment ça, vous l'avez aussi dans la soufflerie au mois de novembre, celle-là? En fin d'année, il y aura l'avant de la Red Bull, le milieu de la Ferrari et le fond de la Mercedes sur un truc comme ça chez Aston Martin. En fait, la soufflerie Aston Martin, c'est comme la soufflerie Toyota, vous savez, de Cologne, là où tout le monde va faire des tests là-bas, bah, ils le font aussi, mais chez Aston Martin. Oui. Ils ont trouvé la clé USB qui récupère tous les données de tout le monde. Et hop, allez, gloubi-glouga. C'est très très fort. Alors, comme le dit Alex, notre ami justement québécois dans le chat, qui le dit, je suis d'accord que c'est pas puff, mais ils n'ont pas les chars les plus hits du plateau non plus. Alors oui, effectivement, leurs chars ne sont pas, sont pas extraordinaires. Mais... C'est bien mené, c'est correct. Hein, voilà, encore une fois, en fait, le problème n'est pas tant que eux n'aient pas la bonne voiture, c'est qu'ils se font démonter par leurs équipiers. C'est un petit peu ça le souci. C'est que Vettel et Albon mettent vraiment à l'amende Stroll et Latifi. Donc c'est assez compliqué. À part Williams cette année, quasiment toutes les équipes de milieu de peloton peuvent jouer les points à tous les grands prix, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est tellement serré que. Et Williams arrive à s'en sortir de temps en temps, un petit coup de stratégie. Oui. De stratégie audacieux, et ils peuvent aller chercher, alors que tu faisais des stratégies audacieuses il y a 2 ans, c'était 14e. Quoi. Mais les 7 autres équipes, à part Ferrari et Red Bull, elles sont capables de jouer les points tous les week-ends. Donc, c'est vraiment très intéressant, ce milieu de peloton qui s'est encore resserré, ça devient vraiment très très chouette à suivre. On a commencé à évoquer Pierre Gasly tout à l'heure, donc ici, écoutez, AlphaTauri, c'est pas de points non plus sur ce Grand Prix. Gasly qui était très en colère après les qualifs, avec tout cet imbroglio pas possible avec Yuki Tsunoda, et puis en course, des sacrés dépassements quand même, et encore une fois, pour aller dépasser à Monaco, faut le faire. C'est pour ça que j'ai été très surpris quand tu as dit, Paul, que Vettel avait fait plein de dépassements, parce que je me suis dit, mais enfin, il devrait montrer ça en replay sur 8 angles différents à chaque fois. Là, tellement on peut, Oui, de replay ce week-end. Donc, le réalisateur était... en fait, comme l'an dernier, il s'est fait démonter parce qu'il avait mis un replay de Lance Stroll pendant un dépassement entre Vettel et Gasly, et il s'est dit, ok, on met plus de replay, voilà, débrouillé. C'est ça. Prends plus de risques. Voilà, j'en ai marre, je me fais engueuler pour des conneries à chaque fois. C'est pas bien. Monsieur, le dépassement de Gasly sur Ricciardo, il est beau celui-là. Alors, je sais que Ricciardo avait des pneus maxi pluie usés, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que on avait déjà beaucoup dit sur Ricciardo, mais ça, ce dépassement, il fait quand même très mal aussi. Parce qu'il n'y a que lui qui se fait passer à cet endroit-là. Encore une fois, il ferait une saison extraordinaire, ce serait anecdotique, mais là, voilà. Mais Gasly, le pari d'être rentré dès la fin du premier tour pour chausser les intermédiaires, c'était la bonne chose à faire, puisqu'il partait 17e. Et à partir de 17, arrivé 11 à Monaco, c'est magnifique, quoi. Il était forcément déçu de ne pas avoir marqué un point. C'est vrai que ça aurait pu le mériter, une telle performance. Mais en tout cas, tu le disais tout à l'heure, il va falloir qu'il sorte des beaux week-ends. Là, il a quand même sorti un très beau Grand Prix, Pierre Gasly, parce que course d'attaque, des dépassements, il est resté patient. Il s'est pas énervé quand il est resté bloqué plusieurs tours. Il a attendu l'ouverture. Il a essayé à droite, à gauche, et quand il a vu que ça passait pas, il a essayé autre chose. Et très très belle course du Français, franchement. Voilà. Avec des meilleurs qualifs, ça aurait pu, pourquoi pas, donner quelque chose de mieux. Ouais. Paris aussi clairement suggéré sur la grille de départ par Helmut Marko, puisqu'effectivement, à voir ce que donnaient les pneus intermédiaires sur la voiture de Pierre pour remonter, ça donne aussi une indication à Red Bull, pour savoir aussi quand on va faire les switches de pneus. Donc, c'est d'ailleurs aussi grâce à ça qu'à bout d'un moment, Pérez a dit je veux passer en intermédiaire. Donc, non, mais c'était le pari et la bonne solution. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, la vraie bonne stratégie, c'était de passer directement des maxi plis en slick, comme le voulait Sainz. Sans Latifi, Sainz gagnait le Grand Prix, je le répète. Donc, fou quand même qu'on ait laissé les Williams bloqués à ce point-là. On a évoqué un peu tout à l'heure avec la direction de course. C'était assez... Peut-être qu'on a trop l'habitude qu'elle les bloque, mais bon, voilà. Ouais, non, mais j'ai l'impression que c'est des interprétations libres aussi, ici, de temps en temps. C'est assez particulier. C'était Eduardo Freitas qui était directeur de course ce week-end. Voilà, c'est peut-être aussi la manière différente, chacun qu'ils ont de gérer avec Niels Wittich, qui lui est souvent décrié pour son côté extraordinairement strict. Là, on est en train de dire que Freitas n'est peut-être pas assez. Bon, écoutez, après ça n'aurait rien changé. Qu'est-ce que Latifi aurait pris une pénalité ou quelque chose, ça n'aurait rien changé. Oui, en soi, oui, la course de Sainz, elle était massacrée de toute façon. La course de Sainz était réglée à ce moment-là, c'est sûr que. Mais c'est
particulier, effectivement, ce qu'ils ont fait là, c'est assez étonnant. Justement, Williams, on peut en parler maintenant. Voilà, Latifi qui termine devant Albon, bravo à lui. Non, Albon n'a pas abandonné. Non, bravo. Après avoir lui aussi tapé le mur au premier tour sous safety car à l'épingle. Ouais. Alors visiblement, il n'arrivait pas à tourner. Il avait visiblement un problème moteur, la voiture a avancé sans qu'il lui demande. Bon, c'était assez étrange comme incident. Mais en tout cas, oui, il a devancé Albon, c'est assez rare pour être signalé. Et puis, ils étaient, grâce à Alonso, j'ai envie de dire, ils sont revenus dans le peloton en plus. Donc, les Williams qui arrivent en tir groupé avec les autres, c'est pas mal. On va leur donner ça. Merci Fernando. Merci Fernando, voilà. Il est gentil, Fernando, c'est quand même merveilleux. Mais c'est vrai Albon, il y avait un bon espoir quand même de faire un gros résultat parce que pendant les libres, il réussissait à se signaler plusieurs fois par des bons chronos. Voilà, 7, 8, 9, 10 même aussi à un moment. Bon, après, c'est rentré un peu plus dans le rang pendant les qualifs, mais voilà, c'était quand même 16e en qualif. C'était pas dégueu. Même pas 5 dixièmes de la 10e place. Donc ça pouvait potentiellement faire aussi encore un bon résultat dans les points pour Williams ce week-end-là. Après, voilà, ça n'a pas payé en course, mais c'est un petit peu voilà, ça ne peut pas payer pour tout le monde, on va dire, à Monaco. Il y a 20 voitures, au bout d'un moment, s'il y en a que 10 à rentrer dans le top 10 et qu'elles sont quasiment toutes compétitives, il faut bien qu'il y en ait qui soient hors des poids. Non, effectivement, après, c'est le genre de Grand Prix où il faut réussir à faire en fait un bon résultat, et c'est assez étonnant, quand on voit les conditions, tout ça, le top 10 c'est pas déconnant, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément... il n'y a pas eu la grosse surprise, on aurait peut-être pu s'attendre à quelque chose justement d'un peu différent, mais ici, voilà, c'était pas garanti. Non, finalement, en course, il n'y a que Mick Schumacher qui fait une grosse erreur, finalement. C'est-à-dire que tous les autres ont été plutôt... Enfin, vous me dites si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y a que Schumacher qui a vraiment fait une grosse erreur. C'est vrai que tout le monde, sinon, a plutôt bien géré les conditions difficiles. Et tant mieux, ça veut dire qu'on a un plateau qui a un très bon niveau, tout simplement. Il vaut mieux voir ça que de voir 10 pilotes qui se crashent. Et puis, ça veut aussi dire que la mécanique a tenu sur la plupart des voitures. Donc et puis on a des voitures qui sont donc vraiment pilotables sous la pluie, quoi. C'est-à-dire qu'elles auraient pu être très complexes peut-être, mais là voilà, on peut quand même réussir. Pilotable sous la pluie, oui et non, d'après Monsieur Vettel quand même, parce qu'il faudrait quand même d'autres pneus maxi pluie. C'est vraiment trop la galère, ils sont vraiment pas assez tendres pour assurer quelque chose de peu plus sympathique, je pense, pour les pilotes sous la pluie. Après, effectivement, oui, ça reste quand même gérable. Les pilotes ont quand même houspillé la direction de course, clairement, pour dire, ils n'ont pas compris pourquoi le Grand Prix n'avait pas été lancé à l'heure prévue. Donc on a su après que c'était à cause de la pluie sur la ligne de départ qui avait foutu en l'air tout le système électrique sur toute la ligne d'arrivée. Donc tous les panneaux de signalisation, le système de départ, les contrôles et tout ça. Donc c'est un premier report. Et après l'autre report par rapport à la pluie, ce que les téléspectateurs n'ont pas vu, c'est qu'il y aurait eu, d'après Martin Brundle, des grosses discussions assez houleuses au sein de la direction de course, au sein de la FIA, savoir s'il fallait faire partir ou pas les voitures. Donc je pense que Freitas, peut-être avec son expérience du WEC et de la pluie qui arrive quand même assez souvent, voilà, je pense qu'il était peut-être un peu plus prudent que d'autres qui voulaient vraiment lancer la course, quoi. Et la pression médiatique de lancer une course de F1 à l'heure est quand même nettement supérieure à celle qu'on peut avoir en endurance, où on peut très bien tolérer d'avoir un tiers, voire même une moitié de course qui se passe sous safety car, sous voiture de sécurité ou voiture de sécurité virtuelle. En Formule 1, c'est pas le cas, quoi. Donc il faut être un peu plus réactif là-dessus, quoi. C'est clair. Ils n'étaient même pas allés faire le tour de reconnaissance avec la voiture de sécurité pour vérifier si on pouvait relancer. Enfin, il y a eu plein de manques, il y a eu plein d'oublis, et ça fait un peu amateur, quoi, des disputes à ce niveau-là. Il va falloir qu'ils se mettent d'accord pour pas que ça se reproduise, parce que là, c'est la plus mauvaise pub possible. Et je suppose qu'on va évoquer le sujet un peu plus en profondeur après, mais la FIA, là, après des potentielles réformes qui auraient pu nous faire plaisir, on est déjà en train de se demander si finalement... on avait peut-être pas un petit peu trop d'espoir avec cette nouvelle direction. Est-ce qu'ils ont fait les bons choix? Est-ce qu'ils ont mis les bonnes personnes? Voilà, ils ont peut-être supprimé un casse-tête pour s'en donner un encore plus gros. Qui sait? Donc ouais, à suivre. Mais Monaco, c'était pas une bonne pub. Et le fait qu'on nous dise rien, c'est ce que relevait notamment Martin Brundle, c'est que le fait qu'on nous dise à 20h, donc 2 heures après l'arrivée de la course, qui s'est passé exactement, c'est quand même terrible. Il aurait suffi qu'à 16h15, on nous envoie un message pour nous expliquer qu'il y a un problème technique avec l'électricité. Je pense que tout le monde aurait compris qu'au niveau de la sécurité, c'était pas possible de prendre un départ sans les lumières. Enfin, donc c'est étonnant qu'ils se soient entêtés en fait à ne rien dire
pendant 1 heure. En fait, on nous a laissé pendant 1 heure sans aucune information, alors que ça aurait été tellement plus simple. Et ils auraient eu une tellement meilleure image s'ils avaient pris le temps d'expliquer à tout le monde, aux acteurs tout d'abord, c'est quand même eux qui sont en piste, puis aux spectateurs, puis aux téléspectateurs, ce qui se passait, quoi. Parce que là, on était dans 1 heure dans l'inconnu. On pensait que c'était la pluie, tout en se disant que ça a l'air d'être jouable en intermédiaire, au pire en maxi pluie, mais c'est quand même des pilotes de F1. C'est quand même leur boulot d'aller piloter ces voitures sur les circuits qui pleuvent ou pas. Eux-mêmes, ils étaient prêts, la plupart, à piloter, même s'ils ont tous admis que le premier drapeau rouge était la bonne décision. Mais pour le reste, au niveau de la communication et de l'image qui est renvoyée, c'était déplorable, malheureusement, la FIA ce week-end. Donc, j'espère qu'ils feront rapidement le nécessaire pour que tout ça soit résolu. Ouais, avant de parler juste de la FIA, parce qu'il y a Alex qui va nous rejoindre pour en parler. Juste, effectivement, Johan se dit dans le chat que la CM a démenti le problème de la coupure de courant. Qui dit vrai, qui dit faux là-dessus, je ne sais pas, mais entre la Formule 1, la FOM et la CM, c'est vraiment extrêmement tendu. Ouais, voilà, en ce moment, il y a un contrat qui s'est terminé avec l'édition donc de Monaco ce dimanche. Clairement, pour que Monaco reste au calendrier, il va falloir faire beaucoup de concessions. On en a évoqué une déjà, c'est la retransmission télé qui est gérée par Monaco. C'est le seul Grand Prix effectivement qui gère sa propre retransmission, son flux télévisé. Ça, c'est quelque chose que la FOM veut reprendre. La FOM veut effectivement aussi être payée davantage, parce que je crois que Monaco doit payer entre 15 et 18 millions de dollars son Grand Prix, alors que le minimum aujourd'hui en Europe, c'est entre 20 et 22 millions. Il y a aussi le droit au sponsoring que la FOM ne possède pas sur le circuit de Monaco. Donc ça veut dire que la FOM veut voir reprendre la main là-dessus. Fini de voir effectivement les défilés de mannequins taguilleurs alors que c'est Rolex le sponsor principal de la Formule 1. En fait, il y a beaucoup de choses, et le principal, outre le fait qu'il y a certaines infrastructures un peu obsolètes et que le problème de la coupure de courant serait un petit peu lié à SIA, c'est le tracé. Voilà, il y a eu beaucoup de suggestions comme quoi le tracé du Grand Prix doit absolument évoluer. Le prince Albert lui-même a évoqué des études avec des designers pour pouvoir effectivement le faire. Ce que Michel Boeri, lui, de son côté, a essayé de réfuter. Il essaie vraiment de s'agripper sur ses positions. Donc en fait, même au sein de la CM, et entre le gouvernement de Monaco et la CM, ça n'a pas forcément le même discours. Donc voilà, il y a un gros chantier là sur les semaines à venir entre la FOM et Monaco pour préserver le Grand Prix de Monaco. Quand je vous disais, est-ce qu'on a vécu le dernier Grand Prix de Monaco de l'histoire en tout début de live, c'était pas des paroles en l'air, c'est qu'il y a vraiment des choses qui se jouent en ce moment. Beaucoup de concessions à faire de la part de l'ACM pour qu'effectivement la FOM reprenne un petit peu plus la main sur l'événement. En plus, effectivement, de trouver une solution pour le tracé. Alors, la solution que tout le monde imagine, c'est effectivement de prolonger au maximum la ligne droite qui sort du tunnel, c'est-à-dire se passer de cette chicane et tenter de faire un gros freinage là où il y a actuellement le virage du tabac. Donc, ça veut dire quand même des sacrés aménagements. Je pense que ça veut dire aussi supprimer une tribune pour pouvoir mettre un gros dégagement en cas de sortie de piste. Donc, il faut au moins un gros freinage sur ce circuit pour passer. Donc voilà, Charles Leclerc suggérait plutôt de faire repartir au portier les Formule 1 dans l'autre sens, parce que dans l'autre sens, la ligne droite se prolonge aussi, mais on le voit pas, soit d'avoir une ligne droite beaucoup plus longue, mais je pense que ça résoudra pas forcément le problème, parce que le tunnel pourra pas forcément se passer à fond si on part de trop loin. Donc voilà, il y a effectivement des soucis entre la Formule 1 et la CM. Alors le prince Albert disait que il restait 10%, Michel Boeri aussi disait 10% à peu près à régler, mais ces 10%-là sont énormes en termes d'accord. Messieurs, accueillons notre ami Alexandre quand même, s'il vous plaît. Tada, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, j'ai appris qu'on disait du mal de la FIA, alors j'ai tout arrêté. Il a couru, il a volé. Donc vas-y, tu peux déverser ton fiel, après on parlera de As, rassurez-vous. Non, on va d'abord finir avec As, peut-être. Oui, on va parler de As, effectivement. Bah oui, il nous restait As, parce qu'effectivement, bon, voilà, abandon pour les deux, avec Kevin Magnussen victime d'un problème mécanique. Et puis bon, je suis désolé, mais à un moment donné, Mick Schumacher qui encore une fois détruit une bagnole, voilà, ça commence à être, alors, encore une fois, évidemment, beaucoup plus impressionnant visuellement que ce que n'a vraiment été le choc, parce que c'est vrai, quand on a vu l'image de la As coupée en deux, c'était quand même quelque chose, très, très clairement. Mais bon, ça fait beaucoup quand même pour Mick Schumacher. Là. Ça fait $1 million en plus, enfin en moins plutôt, pour le budget.
Donc minimum, plus un moteur à payer à Ferrari certainement, puisque dans le contrat, dans les contrats des motoristes avec des motoristes avec les équipes clientes, il est apparu, et ça a été confirmé, que tout moteur détruit sur un accident, donc il n'est pas du fait du motoriste, doit être réglé par l'équipe cliente en dehors du budget défini. Donc ça veut dire que y a un moteur Ferrari à payer en plus, ça peut-être dans les 2 à 3 millions de dollars. Je pense que Ferrari fera peut-être un geste envers As pour facturer ça au prix coûtant. Mais voilà, ça coûte très très cher, et on comprend mieux l'agacement de Gunther Steiner, parce que effectivement l'erreur de Mick Schumacher, elle est classique à Monaco. Vous avez une ligne séchante, il s'écarte légèrement de cette ligne séchante et c'est fini. Et le train arrière, il est fait pour se désolidariser. C'est l'énergie cinétique qui se dissipe. Donc ouais, effectivement, l'accident beaucoup plus spectaculaire que grave, mais très coûteux. Voilà, c'est extrêmement coûteux, et c'est pas bon. C'est extrêmement coûteux pour As, c'est extrêmement coûteux pour Mick Schumacher aussi, qui se retrouve du coup sous un feu de critiques de la part de beaucoup de gens, d'autres qui le soutiennent. Mais voilà, on en vient déjà à dire que Sébastien Vettel veut faire place nette pour que Mick Schumacher puisse avoir un avenir en F1, quoi. C'est-à-dire qu'il puisse aller chez Aston Martin, parce que je pense que le tonton Gunther, il va pas être prêt à payer des millions tout le temps pour les frasques de Mick. Et juste voilà, pour revenir sur aussi Kevin Magnussen, abandon cause Ferrari. On en revient effectivement au point fiabilité du début du live, c'est-à-dire que ça, c'est le petit paramètre alerte chez Ferrari pour la suite du championnat. Et ça fait un petit coup d'arrêt pour As au championnat, l'air de rien, qui perd un petit peu de terrain sur les équipes du milieu de tableau. Et quand on sait qu'il n'y aura pas d'évolution avant le Grand Prix de France, voilà, c'est pas non pas inquiétant, puisqu'en plus, malgré le manque d'évolution, ils arrivent encore à être proche du top 10, donc ça ira. Mais voilà, il faut espérer qu'ils arriveront à récolter quelques points. Et c'est encore plus vrai pour Schumacher. Je pense que tant qu'il n'aura pas ouvert son compteur, il aura cette espèce de pression psychologique, comme quoi peut-être il ne peut pas y arriver d'une certaine manière. Il lui faut un gros résultat. Et je pense que sa carrière est lancée, en tout cas je lui souhaite. Et là, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait quasiment un week-end sur 2 avec beaucoup de carbone de cassé. Donc, on parlait de Ricciardo tout à l'heure. Là, c'est pareil pour Schumacher. Il est en train de jouer sa place en Formule 1, ni plus ni moins. Donc voilà, s'il n'inverse pas la tendance très vite d'ici la mi-saison, je pense que pareil, la deuxième saison risque d'être la dernière à ce rythme-là. Donc, voilà. Souhaitons-lui un bon résultat. Ce qui pourrait le sauver, c'est qu'effectivement, il y a As qui doit signer un pilote Ferrari, et on n'a que Robert Schwarzman, qui a une licence israélienne et pas russe, donc il pourrait éventuellement courir. Mais bon, éventuellement rappeler Giovinazzi, mais ça ne va pas déplacer les foules. Il ramène aussi quand même pas mal d'intérêt des sponsors allemands, d'intérêt médiatique, et à son crédit aussi le fait qu'il ait quand même eu sa première Q3. Mais ensuite, c'est vrai que je ne vais pas le défendre, il y a tous ces crashs, et c'est simple. Si on met Nico Hülkenberg de côté, il n'y a que 2 pilotes qui n'ont pas inscrit de points, et ce sont Latifi et Schumacher. Malzoum, le premier Grand Prix inscrit un point. Non, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, en dernier, bon voilà, il tapait au moins Mazepin en termes de rythme, donc voilà, c'était facile, même si on le disait. Mazepin, il était peut-être très lent, mais il crachait plus la voiture. Alors que Schumacher commence à le faire. Là, le problème, c'est que Schumacher, il a Magnussen à côté de lui maintenant. Donc, quand tu es dans une équipe et que tu es le moins rapide, des deux, et qu'en plus tu casses la voiture tous les week-ends, ça devient une position un petit peu intenable. Et pourquoi il n'irait pas là, Ricciardo, chez As? ce serait bien pour relancer sa carrière, peut-être, je ne sais pas. Une équipe américaine, ça colle. Après, Gunther et Daniel Ricciardo, ça ferait un sacré duo quand même. Mais je demande à voir, ça pourrait être intéressant. Tu mets les 2 plus grandes stars, vous aurez tous survive ensemble. Ouais, c'est ça. Tu te fais des saisons en plus. Là. Il y a toute la famille de Carlos Sainz aussi. Quand même. C'est vrai, oui. Alors, ils sont très contents depuis qu'il a re-signé chez Ferrari d'ailleurs. On a Calum Aylott aussi qui est en année sabbatique de l'Académie Ferrari aussi. Ouais. Année sabbatique, il s'est cassé le poignet au 500 base d'Indianapolis il y a 3 jours. Ça, c'est pas une année sabbatique. Pas dans sa chambre pour vérifier. C'est pas une année sabbatique, enfin. Et il y avait un pilote qu'il fallait suivre également. C'est comment il s'appelle, Oliver Berman, qui a remporté la F4 italienne à 16 ans et qu'on présente comme le futur prodige de l'Académie Ferrari. Mais bon, là encore, c'est un espoir lointain quand même, et Schumacher a un peu de temps. Mais est-ce qu'ils aimeraient... moi, j'avoue que Schumacher, là, effectivement, 2 saisons, je pense que... Le problème, c'est que Schumacher, on dit toujours que la 2e saison est meilleure que la première, et que c'est celle où vraiment il
prend la pleine mesure de son matériel, et là, bah, pour l'instant, c'est pas dingue hein, quand même. Hein. Et je te vois, Franck, écoutez, à un moment donné, je peux très bien vous couper la parole, hein, messieurs, je vous rappelle, attention. Si ça ne va pas, ça peut très vite dégager ici. Hein. Faites attention. Au niveau des championnats, du coup, bah écoutez, Max Verstappen toujours en tête, hein, avec 125 points, il y a 9 points d'avance sur Charles Leclerc, Sergio Perez est à 15 points du leader du championnat, donc écoutez, on a une bataille à 3 pour le titre pour l'instant, c'est plutôt chouette. On va pas bouder notre plaisir, loin de là. George Russell 4ème, devant Carlos Sainz, il y a un point d'écart entre les deux, et Lewis Hamilton est 6ème, devant Lando Norris, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, et Kevin Magnussen, 10ème du championnat avec la Haas quand même, c'est plutôt pas mal du tout. Devant Daniel Ricciardo par exemple, hein, mais Ricciardo, dites-vous qu'il a 11 points et Lando Norris 48. Histoire qu'on remette un petit peu. Ricciardo a toujours plus de points qu'Alonso. Oui, mais comme Alonso est maintenant à 10 et donc au prochain Grand Prix il en marquera 12, ça va le faire remonter au classement très fort bien évidemment. Red Bull qui est toujours en tête évidemment aussi du championnat des constructeurs, 36 points d'avance hein, maintenant sur Ferrari, donc ça commence déjà à être un petit écart sympathique. Mercedes toujours 3ème. Devant McLaren, Alfa Romeo 5ème, Alpine 6ème, mais ça se joue à un point. AlphaTauri est 7ème devant Haas, Aston Martin et Williams. On rappelle aussi que depuis quelques courses, toutes les équipes ont marqué des points, ce qui est quand même déjà quelque chose de très sympathique pour cette saison 2022. Mais messieurs, on a fait venir Alexandre pour une raison, donc là on va pouvoir se faire plaisir bien évidemment, parce que, écoutez, la FIA, moi je n'ai pas vu d'erreur de la FIA ce week-end, je tiens à vous le dire. En grande partie parce que je n'ai pas vu grand-chose de ce week-end aussi, mais là n'est pas la question. Donc vas-y Alexandre, je te donne la parole. Effectivement, ouais, on a publié un article aujourd'hui sur NextGen qui fait un petit peu le point, alors pas que sur ce Grand Prix Monaco, mais sur finalement le bilan de la FIA depuis la double nomination, finalement la triple nomination du triumvirat Freitas, Wittich et le MBS, comme on l'appelle, ou Mohamed Ben Sulayem. Ouais. Et voilà, en fait, on disait il y avait 4 mots pour qualifier cette évolution du bilan, c'est-à-dire d'abord le soulagement, et le soulagement, il ne faut pas se le cacher, de voir partir le négociateur du souk en chef, Michael Masi, l'optimisme, finalement, avec voilà, un début, un retour à la rigueur, notamment des clartés sur, moi, ce qui m'avait le plus marqué, sur le franchissement des limites de piste, où on se souvient, à chaque fois, on avait un cirque, on avait 14 articles pour expliquer le vendredi quelle était la règle pour ne pas franchir la limite de piste, puis 2 autres démentis le samedi, et enfin, un communiqué de la FIA du dimanche qui expliquait pourquoi elle préférait la règle du vendredi. Enfin bref, donc soulagement puis optimisme, puis le doute, et puis on va y revenir notamment en particulier à Miami, mais même un petit peu avant avec le gala de la FIA, on pouvait même remonter jusque-là. Et puis maintenant, ça tombe à l'incompréhension, voire à l'inquiétude, parce qu'on a eu des inquiétudes et des décisions qui interrogent à la fois sur le professionnalisme, mais aussi même sur le respect de la sécurité. Et là, c'était Miami en particulier. Alors, si on prend dans l'ordre finalement chronologique inverse, Monaco, vous avez parlé d'Ocon, effectivement, je ne vais pas revenir. Et même Manuel a fait un article qui disait que la FIA s'était peut-être basée avant tout sur les images de la réalisation TV et non pas sur les images qu'elle a, elle, en plus, parce qu'elle a plein de caméras en plus. Donc, quand on connaît la qualité de la réalisation TV, ça interroge également. Mais il y a eu l'erreur la plus flagrante pour moi, c'était les notes du directeur de course. Alors, on va pas. Là encore, Manu a fait un article qui résume bien cela. Mais en gros, ce qu'il faut redire, donc c'est sur l'affaire qui est quand même très importante parce qu'elle aurait pu décider de la victoire et du podium. C'est l'affaire de la plainte de Ferrari sur le franchissement de la ligne jaune à la sortie des stands par messieurs Perez et Verstappen. Et donc Ferrari, ils n'étaient pas du tout des mauvais perdants, etc., pour porter plainte en disant regardez, les Red Bull n'ont pas respecté la règle du franchissement de la ligne jaune à la sortie du stand. Alors certes, il pleuvait, etc., mais qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, il y avait un règlement respecté. Sauf que Ferrari avait raison selon les notes du directeur de course et tort selon le règlement sportif, parce qu'il faut savoir que avant chaque Grand Prix, le directeur de course, en l'occurrence M. Freitas, fait publier des notes, des directives de course qui n'ont pas une valeur juridique, on va dire, fondamentale, mais qui éclairent, qui sont un peu des circulaires, qui n'ont pas vraiment des textes de loi. Et en fait, il s'avère que Eduardo Freitas, qui voulait sans doute davantage profiter de son week-end, a fait un copier-coller des règles de 2022 à 2021. Ça n'aurait pas été grave s'il n'y avait pas eu un changement de ce règlement, justement sur ce point précis, entre les 2 années.
alors peut-être consécutive aux doubles pénalités de Tsunoda en Autriche, je crois, l'an dernier, sur ce point, ou de Stroll sur ce même circuit l'an dernier. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, la modification du règlement 2022 versus 2021, eh bien, 2022, c'était plus souple. Hein, voilà, il ne fallait pas franchir une partie du pneu, ça allait, que ça. Si je résume vraiment pour aller vite. Mais l'essentiel à retenir pour qualifier ce manque de professionnalisme de la FIA, c'est que Freitas, dans ses notes de directeur de course, pour gagner du temps, a fait un copier-coller qui a donc induit en erreur tout le monde. Et donc vraiment, donc finalement, ça devrait être basique. Alors, ça interroge également sur les moyens dont dispose la FIA, parce que Freitas, il doit avoir tellement de choses à gérer qu'il n'a peut-être pas le temps de vérifier, peut-être qu'il n'a même pas rédigé lui-même en partie la note directeur de course, ça, on ne sait pas. C'est quoi. En tout cas, la contradiction la plus flagrante, c'est que les notes de directeur de course étaient en contradiction avec le règlement sportif. Et la FIA, dans son jugement, était bien gênée puisqu'ils ont donné raison à Ferrari sur les notes du directeur de course. Et ils ont bien été obligés, les commissaires, de constater que le règlement disait le contraire. Voilà. Et ils ont dit oui, mais dans tous les cas, le règlement sportif doit prévaloir sur les notes du directeur de course. Or, évidemment, on sait qu'à Abu Dhabi, c'est l'inverse qui a prévalu, puisque la FIA avait invoqué un article comme quoi le directeur de course a le droit, en gros, a le droit de tout faire. Donc voilà, pour justifier la bourde massive. Bref, voilà, comme souvent avec la FIA, on est en contradiction, mais là, c'est vraiment, c'était même avant le Grand Prix, c'était pas dans le feu de l'action, à la limite, dans le puis c'était avant le Grand Prix. Donc ça interroge sur le professionnalisme de la FIA. Et si on poursuit à Monaco, on va pas revenir en détail, mais effectivement, il y a eu l'affaire de la panne ou pas panne des feux. Il y a aussi Martin Brundle qui a dit que sur la reprise ou non de la course, il y a eu des querelles internes à la FIA, sans qu'on en sache plus. Voilà, et donc il y a plus également effectivement le non-respect des drapeaux bleus, le temps mis pour une enquête sur Perez. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, même avant, sur un plan sportif, et le plus dangereux, même voire révoltant selon certains pilotes, c'est Miami, parce qu'à Miami, il y a eu l'incident du virage 14. Il faut savoir que même avant le crash de Carlos Sainz sur ce même virage 14, hein, là où tu es sorti de piste, hein, même avant ce virage, les pilotes avaient demandé « Ah, mais il y a des barrières en béton ici, non, on veut des Tech Pro, c'est plus sécuritaire. » La FIA n'a pas entendu les pilotes. C'est-à-dire pas entendu, ils les a même pas écoutés, ils n'avaient pas dit « On va vous écouter », non, c'était même pas ça. Le lendemain, donc Sainz le crash. Les pilotes disent, mais regardez, c'est très dangereux, on veut des Tech Pro maintenant. Le lendemain, donc la FIA ne fait rien, même crash pour Ocon et il prend 51G. Si on voit ce crash de Ocon dans ce virage 14, il n'a pas l'air finalement très impressionnant visuellement par rapport à d'autres crashs qu'on a eu, mais 51G, c'est énorme. C'est énorme. Je ne sais plus combien c'était Force G, je crois que Romain Grosjean, c'était 53G. 53G à Bahreïn. Donc, ici, c'était bon, évidemment, il n'y avait pas de feu, heureusement, je crois, mais, ou peut-être un peu plus, non, 53G. Et donc, et Ocon avait dit, mais c'est absolument inacceptable. On a prévenu, et c'est arrivé. Alors que vous, la FIA, vous êtes censé nous arrêter. Non seulement vous ne l'avez pas fait, et vous n'avez pas acté. Donc, on a eu plusieurs pilotes, hein, pas que Ocon, qui avait dit, voilà, c'est une attitude inacceptable. Lando Norris, qui avait dit ça, alors qu'il n'est pas connu pour être le pilote forcément le plus engagé sur ces questions, mais lui-même aussi s'est élevé. Et donc, il y a eu l'affaire de Miami également, qui a vraiment interrogé non seulement sur cette inefficacité de la FIA, mais aussi sur son manque d'écoute, alors même qu'on nous répète qu'on veut plus entendre des pilotes, etc. Donc ça, c'est pour l'aspect purement règlement sportif et sécuritaire. Puis il y a d'autres querelles de la FIA qui sont, elles, en dehors des circuits, on pourra en reparler, mais avec la FOM, avec la volonté de Ben Sulayem d'imposer son pouvoir. Donc il y a plusieurs choses qui interrogent. Hein. Voilà. Et après, comme on le dit aussi dans l'article, c'est peut-être pas seulement la faute de la FIA. C'est peut-être pour ça que Ben Sulayem cherche à obtenir plus d'argent de la part de la FOM. C'est que la FIA manque peut-être de moyens. Voilà, ils ont nommé 2 directeurs de course pour le président, mais c'est peut-être toute une équipe derrière qu'il faudrait nommer en plus. Je m'excuse parce que Michael est classique coup de barre. Non, Michael n'a pas dormi de la nuit. Hein. Michael est en train de décéder sur sa chaise, mais il écoute parce que c'est quand même extrêmement intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant à pointer parce que c'est toujours quelque chose qu'il faut bien rappeler. C'est ce côté, évidemment, FIA et FOM qui doivent tous les deux gérer chacun leurs petites choses. Et donc, forcément, c'est pas toujours très simple. Mais c'est vrai que la FIA, niveau direction de course, cette année, c'est compliqué. J'ai quand même l'impression, enfin, c'est moins dans la véritable incompétence crasse qu'on soulignait l'an dernier avec Michael Masi, où vous vous souvenez de ces émissions où on disait que finalement, non, Michael Masi n'avait pas de favori, il était juste absolument perdu. Mais je sais pas,
c'est quand même grave parce que je pense que même sous l'ère Messi, on n'avait jamais eu de différence entre le règlement et les notes du directeur de course. À part peut-être sur les limites de piste qui changeaient de circuit en circuit, mais sur ce genre de truc extrêmement clair comme normé, voilà, on joue quand même, effectivement, le dit Alex, la victoire et le podium du Grand Prix de Monaco là-dessus. Il y en a peut-être eu, mais ouais, on les a pas vus. C'est pour ça que Manu n'est pas là, c'est qu'il compare une à une les notes du directeur de course. Mais quand le directeur de course dit on a le droit de rouler un peu sur la ligne, mais que non, on n'a pas le droit du tout le droit de rouler sur la ligne, et que le règlement dit que finalement, à partir de cette année, on peut le faire. Ferrari, il joue à quoi là du coup derrière? Normalement, c'est la dernière entre guillemets missive envoyée. Alors il y a aussi les technical directives, il y a les sporting directives, donc il y en a plusieurs. Là, et les notes du directeur de course, elles n'ont pas effectivement, comme tu dis, malheureusement, de choix réglementaire. Ça veut dire que c'est encore une fois à la libre interprétation du directeur de course. Ce qui est comme tu le dis dans ton article, c'est aussi ce qui est arrivé à Abu Dhabi en 2021 avec l'interprétation de la règle de la safety car par Michael Massey. Finalement, c'est le directeur de course qui peut décider, selon un article, du bon déploiement ou du bon retrait de la safety car, selon son bon vouloir. Donc on est rentré comme dans une ère de flou au niveau de la FIA. Alors je pense que, comme tu dis, il y a aussi peut-être le problème de moyens, il y a aussi un problème de formation aussi, parce que ces deux-là sont nouveaux en Formule 1 et que je pense que ils sont peut-être pas habitués à avoir des équipes aussi pointues sur le règlement technique que ceux qu'ils ont pu connaître avant. Quoique Freitas, à mon avis, je pense qu'on voit qu'il doit en souper des règlements techniques quand même pour pouvoir bien comprendre, mais peut-être pas en DTM pour Wittich, parce que les voitures étaient quand même plus simples et plus normées. Mais c'est gravissime, parce que moi je comprends tout à fait Ferrari qui pose réclamation, mais pourquoi c'est pas expliqué directement pendant la course, pourquoi il n'y a pas d'enquête? En fait, le franchissement de ligne, il a été noté à la télévision par le directeur de course. C'est les commissaires d'ailleurs qui gèrent s'il y a une pénalité ou pas. Et en fait, Freitas a dû dire je note ça, donc ça part chez le commissaire sportif, mais les commissaires sportifs ils ont dit non, le règlement il dit que parce que cette année on n'a pas le droit. On a le droit. Donc du coup, les commissaires sont eux-mêmes en désaccord avec le directeur de course. Ouais. Ça peut nous valoir des Abu Dhabi 2021 bis plus qu'une fois, ce genre de conneries. Hein. C'est pour ça que effectivement il y a comme tu le dis, Alex, il y a un gros problème actuellement entre la FOM, donc ce qu'on appelle la F1, la FOM et la FIA, c'est qu'il y a des choses qui sont extrêmement mal gérées du côté de la FIA. Peut-être parce qu'effectivement, Ben Sulayem veut asseoir son autorité, veut montrer qui est le patron, sauf que pour l'instant, il n'a pas mis et les moyens et les ressources nécessaires pour le faire. Pour l'instant, il est juste en train de faire un bras de fer avec la FOM pour avoir plus de pognon pour les sprints, et envers Lewis Hamilton qui veut continuer à porter ses bijoux. Voilà, c'est tout ce qu'on a vu pour l'instant de la part de la FIA. On n'a rien vu de productif en termes de rationalisation des règles, de simplification, de gestion des événements. Donc il y a un gros carton rouge, je pense, qui peut partir à la FIA après Monaco. En plus de tous les ratés sur la pénalité d'Ocon, sur ce qui a été fait sur la sécurité, j'en passe et des meilleurs. Non, c'est vrai. Et il y a même le journal The Guardian qui dit que même à la FOM, selon les sources internes au journal, la FOM se soucie publiquement des problèmes que pourrait causer à la FIA à l'image du sport, parce que bien sûr, ça a des retombées commerciales négatives. Alors bien sûr, on va me dire oui, ça fait beaucoup parler l'an dernier à Abu Dhabi, mais si c'est le cirque à chaque fois, ça ne pourra pas aller. Donc c'est-à-dire que même à la FOM, on s'inquiète également de ça. Alors est-ce que c'est aussi un moyen de mettre la pression sur des futures négociations financières? On ne sait pas, et sans doute également, mais à la FOM, donc toujours la même source, et il pense aussi que finalement l'obstination qui est ainsi perçue sur les bijoux serait contre-productive et donnerait une image un petit peu ridicule. Alors là encore, on peut en débattre sur l'aspect sécuritaire. Là, je fais que rapporter ce que penserait la FOM, mais voilà, on s'inquiète également de cette attitude. Alors voilà, c'est peut-être explicable pour des raisons politiques, financières, c'est vieux comme le monde, encore une fois, mais au final, c'est quand même l'intérêt de la F1 comme sport qui doit primer, même si on sait qu'on a 10 équipes en F1 et faire primer l'intérêt général, c'est souvent difficile.
C'est jamais simple. Mais ouais, non, c'est. Et une tête est tombée aujourd'hui en plus, à la FIA, donc une tête Oui, qui avait Peter de l'argent Bayer Todd, voilà. Ouais, c'est Peter ça. Bayer qui n'est plus. Alors, Oui, président de la effectivement, monoplace. au début, on peut se demander comment interpréter ce départ directeur exécutif. Alors, c'était lui qui chapeautait le rapport de la FIA sur Abu Dhabi, où il a été reconnu une erreur personnelle de Michael Masi, mais toujours selon la même source de The Guardian, la FOM, qui voudrait donc régler ses soucis finalement de cirque réglementaire, aurait trouvé ce rapport insuffisant, puisque la FIA finalement aurait dit, alors en restant poli dans la forme, mais finalement dans le fond c'est une erreur personnelle, voilà, on ne la refera plus, on change le règlement. Et donc la FOM aurait trouvé ce rapport insuffisant, pas assez de remise en question des autorités réglementaires après un couac sportif. Toute ressemblance avec un autre événement serait fortuite. Et donc voilà, c'était lui qui était chargé du rapport. Alors, est-ce que c'est lié ou pas à Abu Dhabi? Alors, c'est aussi quelqu'un de l'Ayrton, donc ça n'a peut-être rien à voir. Alors, mais voilà, comment interpréter ces changements? Voilà, on peut dire que la place de la Concorde a finalement mal porté son nom pour le moment. Non, mais c'est vrai que là, ouais, je comprends tout à fait effectivement cette idée quand même de dire, on attendait de voir en fait avec ces deux nouveaux directeurs de course et finalement, bah voilà, c'est un peu comme toujours, on sait ce qu'on perd, on sait pas forcément ce qu'on gagne et pour l'instant, ce qu'on gagne n'est pas forcément très réjouissant depuis le début de la saison. C'est vrai qu'on a plus parlé de Prince Albert, et je parle pas du Grand Prix de Monaco, que de sportif ces derniers temps. On me demande sur le chat s'ils mettent deux règles et choisissent en fonction. En fait, il y a les notes du directeur de course et le règlement sportif. Et donc, c'est comme si on avait une loi, un article de la Constitution en France, et puis un maire qui prend un petit arrêté, qui dirait bon ben voilà, il est permis de voler tout le monde, tout ça est permis. Non, ça, dans la hiérarchie des normes, ça serait pas permis. Sauf qu'à Abu Dhabi, ça les dérangeait pas de faire primer le règlement sportif sur les notes du directeur de course, puisque ça voulait dire reconnaître une erreur fondamentale et faire basculer le titre mondial de Verstappen à Hamilton. Et donc, ils choisissent en fonction non pas de ce qui devrait être fait, mais de ce qui arrange leur image, c'est-à-dire ne pas reconnaître leur tort de manière trop brillante. Ouais, mais en fait, les notes du directeur de course permettent au directeur de course d'interpréter, selon les circonstances, le règlement de telle ou telle manière. Mais ça fait qu'effectivement, si tu continues de faire un sport avec un arbitre qui peut interpréter le règlement, c'est compliqué. Là, c'est même pas une interprétation, là, c'est une erreur de copier-coller. Il a pris un vieux règlement, quoi. C'est vraiment le b.a.-ba, quoi. Ça, c'est très fort, quand même. Ça, c'est... Et ça, c'est quand même ressorti, et je pense que du coup, c'est en train de faire parler. Et moi, je ne serais pas étonné que si ça continue comme ça pendant encore quelques mois, vous vous souvenez peut-être pour les plus anciens d'entre vous et d'entre nous, des menaces de championnat parallèle qu'il y avait à la fin des années 2000. La Liberty Media a tellement développé la Formule 1, a tellement de puissance avec son sport, qu'elle peut tout à fait envisager maintenant organiser la Formule 1 elle-même avec ses propres gouvernances, quoi, en termes sportifs et techniques. C'est pas du tout inimaginable. Donc attention à la FIA. Ce qui serait très fort. À mon avis, ça c'est incompatible avec les règles européennes. Il y a une séparation des pouvoirs, sinon c'est. Oui, mais il y a FIA bis qui s'appellerait. Ouais, tu crées une autre entité qui est pas. Ouais, qui est. Enfin. Il pourrait plus courir en Europe et c'est le rêve de Liberty Media qui non, mais t'en compte, c'est vrai que là, parce que le championnat parallèle à l'époque, c'était les équipes qui, elles, dénonçaient des problèmes financiers, on va dire, des choses comme ça. Donc, les équipes disaient, bon, on va faire notre propre championnat, on va gérer nous-mêmes le prize money, tout ce genre de choses. Mais ici, tu aurais effectivement le détenteur des droits du non-Formule 1 qui irait, enfin voilà, ce serait quand même une situation vraiment inédite là pour le coup, et qui serait très particulière parce qu'effectivement, je pense, et comme a dit Martin Brundle, il y avait des espèces de petites querelles internes, ça commence vraiment à commencer, vous voyez, à bouillir un petit peu, et ça, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. C'est quand tu arrives à... début de mandat, ouais. Voilà, quand tu arrives à garder une espèce d'entente cordiale, parce que c'était ça avec Charlie Whiting, en fait, c'était une entente cordiale entre la FIA et la FOM, tout se passait bien, mais alors maintenant, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, écoutez, on verra évidemment ce qui se passera, on sera là pour vous en parler dans Grand Prix, si jamais il y a un championnat parallèle. Tout de suite, on met les trucs les plus gros, les pires possibles. Ah, écoutez, maintenant que la Formule 1 ne se rendra sur aucun Grand Prix organisé par la FIA, vous verrez ce que ça va. Si on a un scandale en fin de saison, comme on a eu un scandale fin de l'année dernière, il faudra quand même se poser des questions, des bonnes questions. Au bout d'un moment, Liberty Media ne peut pas se permettre d'entacher non plus son produit par une fédération qui ne fait pas son boulot.
Pour résumer, hein. Ah bah encore une fois, c'est-à-dire que vraiment, ils sont dans la pire situation, Liberty Media, parce que même quand les gens hurlent à la FIA, en fait, la majorité de ceux qui se plaignent de la FIA ne font pas la distinction FIA-FOM dans leur tête. Et donc, ils râlent sur la F1, en fait. Ils se plaignent des ayants droit de la F1, et non pas des juges arbitres, on va dire. Donc, Non, c'est particulier. C'est encore un scandale de la même ampleur que celui de l'an dernier. Et là, ça va vraiment devenir... Et je rappelle aussi que la FIA, quand même, depuis de nombreuses années, et ça a été mis en place sous l'AirTod, récolte quand même quelques dizaines, je sais plus combien, 15-20 millions de dollars par an de la part des équipes. Pour chaque point marqué au constructeur, il y a entre 6 000 et 7 000 dollars qui partent à la FIA. Et tout ça, ça n'existait pas avant. Donc c'est vraiment des sources, des rémunérations qui n'existaient pas pour la FIA. Alors que fait la FIA de cet argent? Je doute qu'elle ne le dépense que pour la F1. Mais si elle le dépense, par exemple, pour d'autres programmes, peut-être que Todd, effectivement, a financé des programmes pour la sécurité routière ou d'autres avec, et grand bien lui en face, parce que c'est important aussi. Mais s'il faut remobiliser cet argent sur la gestion du championnat, eh ben, il ne faut pas tarder à le faire, quoi. Non, ça va être effectivement intéressant à suivre, hein, cette affaire. On en parlera, et de toute façon, je pense qu'on en parlera dès la prochaine émission, dans 2 semaines après le Grand Prix d'Azerbaïdjan, parce que de toute façon, on parle chaque semaine de la FIA, parce qu'effectivement, il y a toujours quelque chose à dire sur cette fédération internationale de l'automobile. Messieurs, écoutez, 22h11. Vous avez peut-être remarqué que moi, je suis physiquement là, mais alors mentalement, il n'y a plus personne. Hein, donc je pense qu'on va... Bah, tu nous laisses les clés. Ouais. Je vais faire un petit sub et puis je reviens éteindre la lumière. Non, mais écoutez, voilà, c'était quand même un Grand Prix de Monaco sacrément spécial qu'on a vécu ce week-end. Voilà, on l'a eu, notre Monaco sous la pluie. Ce qui arrive de plus en plus souvent. Hein. Vous remarquerez, c'était quasiment jamais à l'époque, et puis maintenant ça devient quasiment régulier. Bon. Les pronos pour Bakou, ce serait bien qu'on finisse comme ces émissions avec les pronos pour le prochain Grand Prix. Bon, victoire de Fernando Alonso, bien évidemment. Non, mais c'est vrai. Bon, okay. C'est vrai, moi je veux bien connaître votre... Un jour, tu auras raison, je sais pas quand. Je veux bien que... dans 90 courses. C'est prévu. Oh, merde. On n'est pas dans la merde. Hein. Non, mais je veux bien votre podium, tiens, pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Je dis comme la chance de la tournée, Leclerc, Sainz, Pérez. Et on demande quand tu auras à quelle heure le départ? 15h. On rappelle que tous les Grands Prix européens démarrent à 15h. Sauf si pluie. Et sauf si FIA. Voilà, sauf si pluie, sauf si panne de courant, sauf si... Voilà, bon, c'est compliqué, mais... Sinon, tout ça. Il y aura peut-être de la pluie à Bakou, ça m'étonnerait quand même. S'il pleut à Bakou... Il y aura les pieds en tout cas, ça on le sait. Ce sera très fort. Paul? Je pense comme Franck, je pense que Leclerc va prendre sa revanche et va l'emporter à Bakou. Et je vois Verstappen 2e et Perez 3e. Et Alex? Il paraît que la Red Bull est plus rapide dans les circuits qui demandent une bonne efficacité de la traînée, donc, et aussi pour me démarquer des autres et pimenter, je veux dire Verstappen, Leclerc, Perez. Eh ben moi, je dis Perez, Verstappen et Hamilton. Alors, là, maintenant, grosse cote là. Tente la grosse cote, et on rappelle qu'évidemment, on ne gagne rien. Quelle idée de faire des grosses cotes quand on ne mise rien, on ne comprend pas non plus l'intérêt, mais que voulez-vous? Celui qui gagne, il a le droit d'être à gauche, en haut. C'est vrai, c'est vrai. Au bruit suivant. Voilà, c'est vrai. Et je peux aussi... Ouais, mais après, en fait, le truc, c'est que, Franck, par contre, je vais publier un petit PDF avec les notes de l'animateur de l'émission, qui, effectivement, je pourrais me mettre moi à gauche quand même, si je détermine que c'est nécessaire, même si je ne gagne pas. Je peux décider de gagner. Le Breton qui devait Perez, Leclerc, Alonso. Je vais pas finir les temps. C'est plaisir au chef, ça. Il peut y avoir une course folle. Hein. C'est vrai que Perez a fait des podiums là-bas avec force. C'est possible, hein, c'est possible. Une course folle à Bakou, on peut s'y attendre. Avec ces nouvelles voitures, peut-être aussi que ce sera un peu plus animé, qui sait. Je rappelle que Stroll a fait un podium. Hein. Gasly aussi. Ouais, non, il y a eu des surprises quand même. Il y a eu des surprises, donc pourquoi pas. Vettel l'année dernière. Donc, Vettel et Gasly l'an dernier qui ont fait tous les deux podiums. Donc non, c'est possible. Hein. Le Perez, Vettel, Gasly était sacrément grosse cote, hein, là, pour le coup, sur cette... Au moins on saura définitivement si Mercedes a réglé ses problèmes de marsuinage à Bakou, parce que vu la longue ligne droite... Ah bah là, s'ils commencent à faire comme ça avant toute la ligne droite, ça va être terrible. Hein. Là, ils vont pas pouvoir tenir la cinquantaine ou la soixantaine de tours qu'on va avoir le dimanche 12 juin. Et oui, mesdames et messieurs, ça va être très malin, puisque le départ du Grand Prix de Formule 1 à 15h, arrivée des 24 heures du Mans à 16h, ça va être quelque chose pour les fans de sport auto, bien évidemment, ce week-end. Et rassurez-vous,
On reviendra dans 2 semaines pour vous parler de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan du côté de Bakou. Merci Franck, merci Paul, merci Alex. C'est un plaisir comme Merci à tout d'habitude le monde. de vous avoir. Merci. Oh, et le chat est arrivé, c'est merveilleux. Ah oui. On a vu un chat qui s'est secoué, c'est une merveille absolue. Voilà, ça nous fait gagner 150 viewers avant de terminer. C'est quand même merveilleux. Merci beaucoup. Bien entendu, on se retrouve demain soir pour le Racing Café. Alors, début de l'émission vers 20h30, fin de l'émission, déjà le 3 juin, pour commencer à mon avis, parce que on va vous parler de F1, on va vous parler de MotoGP, on va vous parler des 500 miles d'Indianapolis. Ça va être une émission extrêmement animée. Ça, on vous promet. T'as 21h pour dormir là. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais me réveiller juste avant l'émission et ce sera parfait. Et donc, oui, Rallye 50, il y a évidemment le Racing Café demain. C'est le grand retour de l'émission, bien entendu, puisque cette fois-ci, non, je ne prends pas d'avion demain pour aller je ne sais où. Rassurez-vous, tout va bien. Les 24 heures du Mans, l'avantage, c'est que c'est là. Donc, c'est bien. Je peux être disponible, bien évidemment. Merci beaucoup, le chat. Vous avez été, comme d'habitude, très sympa. Et on se retrouve demain pour le Racing Café et dans 2 semaines pour Grand Prix. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.